Un noble ambitieux l'adopte dans l'espoir que le garçon lui portera chance. Mais il obtient un mystérieux objet de rang X appelé smartphone. Il suppose que c'est inutile et le met immédiatement à la porte. Mais ce don merdique peut analyser les compétences, copier les aptitudes, dupliquer des objets et fusionner de l'équipement, ce qui signifie que le garçon qu'ils viennent d'abandonner pourrait détenir l'artefact le plus pété du monde entier. Le monde est sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Cette histoire commence avec Jessica Heisenberg, un mariste qui gifle son fils adoptif, le protagoniste Rook, en plein visage et lui hurle qu'il est un idiot. Son don était une véritable merde. Le protagoniste perplexe lui demanda pourquoi il était si en colère. Jesnick le réprimanda, lui disant de se souvenir qu'un don est une compétence que reçoivent toutes les personnes qui naissent dans ce monde. Ceux-ci ont des rangs allant de F à SS et tout l'avenir d'une personne dépend presque entièrement du don reçu, et son don à lui un smartphone. À quoi ça sert le protagoniste confus, répondit que même lui ne le savait pas. Il a simplement brillé dans sa main. Mais c'est le premier don de rang X de l'histoire. Avec ce don, il le remboursera certainement de l'avoir sorti de cette horrible orphelinat. Il prouvera qu'il peut être utile à sa famille. Jessica répliqua irrité, « Ce rang X ne veut rien dire. Ça veut dire que tu es un bon à rien. Une merde totale. Je t'ai amené dans la famille parce que j'ai entendu dire que les cheveux et les yeux noirs sont le signe d'un don exceptionnel. » Son père le frappa à nouveau si fort que Rook fut projeté en arrière et il lui cria « Je n'ai plus besoin d'une personne aussi inutile. Dégage de ma maison. » Le coup laissa le protagoniste momentanément paralysé. Il vit de grands bâtiments modernes, se vit en costume d'affaires entouré de gens et ne pouvait pas comprendre où il était. Ses souvenirs étaient fragmentés, mais il s'en souvint. Il s'était réincarné dans ce monde après avoir été percuté par un gros véhicule dans un endroit appelé le Japon. Il avait vécu tranquillement dans un orphelinat, mais ce Jesnick l'en avait sorti de force. Ensuite, il a ordonné à ses mages d'effacer les souvenirs dont il n'avait pas besoin, lui faisant simplement un lavage de cerveau pour le rendre obéissant. Les mages obéirent à ses ordres. Et depuis lors, le protagoniste était le fils d'un aristocrate, mais en réalité, il n'était qu'un simple esclave. Il cuisinait, nettoyait endurant les abus et les privations. Et puis le serviteur de Jesnick l'a simplement jeté dehors, lui disant d'un ton moqueur qu'ils étaient vraiment désolés de perdre un jouet comme lui. Après ça, ils ont claqué la porte et le protagoniste est resté un moment à genoux, regardant la scène en maudissant. Dès qu'ils ont compris qu'il était inutile, ils l'ont jeté comme un déchet. Mais ses souvenirs étaient revenus. Mieux valait ça que d'être complètement brisé. Enfin, il était libre. Rook regarda ce qu'il avait, de l'argent et un don incompréhensible. Bon, il était temps pour lui de chercher du travail, mais il fut rejeté partout. À un endroit, on lui demanda s'il n'était pas le fils des maris. À un autre, on lui dit de dégager. Et cela se produisit dans plusieurs autres endroits. Le protagoniste pensa avec surprise que Jesnick s'était occupé de tout à l'avance. Il leur a probablement dit à tous que son fils avait été banni de la famille et que personne ne devait l'engager. Il lui coupait toutes ses options. Il ne lui restait qu'un seul endroit à la guilde des aventuriers. Le protagoniste y arriva et s'approcha de la réceptionniste. Une jeune fille douce et souriante le salua et lui demanda s'il était là pour une quête ou pour s'inscrire. Le protagoniste lui dit qu'il voulait s'inscrire. Il pensa avec soulagement qu'au moins les griffes de son père ne pouvaient pas l'atteindre ici. La jeune fille lui tendit un formulaire et lui demanda de le remplir. Une fois cela fait, la réceptionniste lui rendit ses affaires et lui dit que c'était sa carte de guilde et son insigne de novice. Rook la remercia et regarda sa carte. Les informations indiquaient qu'il était de niveau 1. Point de vie 25, point de mana 12. Force 4, dextérité 3, technique 3, endurance 5, intelligence 3 et magie 3. Sa résistance aux altérations d'état était de 1 et sa résistance magique de 2. Il rit intérieurement. C'était une mauviette. Bah oui, avec une vie pareille, ce n'était pas étonnant. Soudain, l'un des aventuriers s'exclama. C'est le groupe d'Anise, la princesse épéiste Anise Maynard. On dit qu'elle est la plus jeune rang S de l'histoire. Le protagoniste, en entendant cette conversation, se dit qu'il avait déjà entendu parler d'elle au manoir. En voyant la jeune fille, il réalisa que c'était bien elle et ne s'aperçut pas qu'il avait dit son nom à voix haute. La jeune fille s'approcha de lui et demanda « Tu m'as appelé ?» Le protagoniste embarrassé répondit « Non, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'était pas mon intention. » Elle lui demanda perplexe « Pourquoi tu t'excuses ?» À ce moment-là, Bonan, qui était venu avec la princesse épéiste, s'approcha de lui, l'attrapa par le col et lui dit qu'il était interdit d'admirer Anise. Mais avec un physique pareil, il ne pourrait même pas battre un gobelin. Le jetant sur le côté, il lui dit qu'au lieu de rester là à la regarder, il ferait mieux d'aller s'entraîner. Tous les aventuriers se mirent à rire et Anise dit à son compagnon que c'était étrange car il remarquait rarement les garçons. Peu de temps après, le protagoniste sortit de la guilde, s'assit sur le bord de la fontaine et pensa avec amertume que tout le monde se moquait de lui. Il prit une bouchée d'un morceau de pain, il regarda l'argent qui lui restait et se rendit compte qu'après avoir acheté du pain pour une pièce de fer, il ne lui restait que 2 pièces de fer et une de cuivre. Est-ce que ce serait suffisant pour une miche de pain pour le soir?
À ce moment-là, il entendit quelqu'un crier une insulte depuis l'entrée. Plusieurs curieux s'étaient rassemblés près des lieux. Ryuk s'approcha de la foule et écouta les gens parler. Pauvre gamin, s'il s'en prennent à lui, il est fichu. Le protagoniste vit plusieurs types qui avaient jeté un enfant par terre et lui demandaient pourquoi il avait surgi si soudainement. Il avait sali leurs vêtements. Le garçon commença à les supplier de lui pardonner. Le protagoniste pensa « Ce sont les gardes personnels du Seigneur ». À ce moment, Draggles, avec Xena à ses côtés, les interpella et leur demanda à quoi ils perdaient leur temps. Il leur dit de le maîtriser. Draggles s'approcha du garçon et lui dit qu'il épargnerait ses mains pour se contenter de lui briser les doigts. Le protagoniste l'interpella et lui dit « Ça suffit ». Le capitaine se retourna et en voyant Ryuk s'exclama d'un ton moqueur. « Tiens, mais si ce n'est pas l'ancien petit noble qui a été chassé du manoir. » Il donna un coup de pied au garçon qui était au sol et dit au protagoniste « Maintenant tu n'es qu'un simple roturier sans statut et tu oses me contredire. » Il tendit la main vers sa victime et l'enfant se protégea avec ses mains. Le protagoniste le regarda avec irritation, pensant qu'il maintenait toujours ses subordonnés dans la peur. « Si j'essayais de l'arrêter, est-ce que je survivrais? Mais bon, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? » Il s'avança d'un pas décidé et serrant les poings, il dit au capitaine de laisser ce garçon tranquille. Le protagoniste s'élança sur l'agresseur, mais Draggles répliqua d'un coup de pied en disant « Faiblard, quelle insolence! » Ryuk pensa qu'il allait manquer d'air sous le coup. Le capitaine lui ordonna de s'agenouiller et de supplier son pardon. Le protagoniste, se tenant de la zone endolorie, grimaça, pensant à quel point ça faisait mal. Il lui avait brisé un os d'un simple coup de pied. Il avait peur et voulait s'enfuir. Mais s'il fuyait, il ne serait pas différent de celui qu'il était avant. Il regarda Draggles avec détermination, et ce dernier comprit ce que ce regard signifiait. À ce moment-là, Xena plaça un couteau sous la gorge du garçon et dit au protagoniste « Quel imbécile! Ça ne te fait rien s'il arrive quelque chose à ce gamin. » Il se releva d'un bond et cria « Qu'est-ce que vous faites? » Xena lui dit froidement de s'agenouiller ou ce serait la fin pour le garçon. Elle pressa la lame et entailla légèrement la peau de la victime. En voyant les gouttes de sang sur la lame, Ryuk leur cria de ne pas faire ça. Il s'agenouilla rapidement et implora leur pardon, demandant de laisser partir le garçon. Les gardes se moquèrent de lui. « Tiens, quelle courbette parfaite, » dit Draggles, même si je n'aurais pas dû accepter. Après ces mots, il donna un nouveau coup de pied au protagoniste et dit « Tu te prends pour un héros, tu n'es qu'une ordure inutile. Rien de spécial. » Le protagoniste se plia sous une douleur insupportable et jura. Il pensait que même en étant libre, il continuait de s'en prendre à lui. Le capitaine sourit malicieusement et dit « Bien pour une telle courbette, nous tuerons le garçon rapidement et sans douleur. » Le protagoniste se releva d'un bond malgré la douleur et protégea le garçon. Draggles s'exclama « Quel idiot! » Ryuk pensa surpris. Il l'a fait. Son corps a bougé tout seul, ses jambes tremblaient de manière incontrôlable. Oui, il ne sera certainement pas un héros, mais ça n'a pas d'importance. Au moins une fois, il veut agir de sa propre volonté. À cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Soudain, Anis se plaça devant le protagoniste, et la jeune femme pointa son arme sur les agresseurs et s'exclama avec colère « Même la garde personnelle du Seigneur n'a pas le droit de lyncher des innocents. » Elle regarda Draggles sans crainte et lui demanda « Voulez-vous par hasard que je rapporte ceci à la cour royale? » Le capitaine sourit avec désapprobation et dit à ses hommes qu'ils partaient. Anis les regarda s'éloigner puis se tourna vers le protagoniste. La jeune femme s'approcha de lui, se pencha, lui tapota le front avec son doigt et lui dit qu'il avait dépassé les bornes mais qu'il avait été courageux. Elle se releva pour continuer son chemin, mais Barden lui demanda de ne pas partir si vite. Il s'accroupit devant Ryuk, lui ébouriffa les cheveux et dit avec un sourire « Tu as un esprit plutôt tenace. » Ce fut si inattendu et douloureux que le protagoniste cria involontairement. Anis lui dit que c'était étrange. En partant, elle lui lança une fiole disant que c'était tout ce qu'elle avait sur elle. Le protagoniste l'attrapa et s'exclama surpris « N'est-ce pas une potion? Et en plus, elle est super chère. » Barden lui dit à elle que ce garçon n'est pas le seul imprudent par ici. L'a-t-elle entendu? Le protagoniste appela la jeune femme et la remercia de l'avoir sauvée. Anis, sans se retourner, accepta ses remerciements et lui fit un signe de la main. Le garçon que Ryuk avait défendu dans un élan de gratitude se jeta sur son sauveur manquant de le renverser. Barden dit à Anis qu'elle n'aurait pas dû donner au garçon quelque chose d'aussi cher. Elle perdut dans ses pensées sourit et répondit « Ce n'est rien ». À ce moment, un homme et une femme s'approchèrent du protagoniste et de l'enfant et félicitèrent le garçon pour son courage. Après un moment, Ryuk retourna à la fontaine, il regarda la fiole et pensa « C'est une potion de première qualité. » Il n'en but qu'une gorgée et toutes ses blessures disparurent. Il la boirait petit à petit et il était très reconnaissant envers cette fille. Elle était si géniale et en comparaison, il avait l'air d'un véritable loser. Le protagoniste se souvint des mots qu'elle avait prononcés disant qu'il était bizarre et réalisa qu'elle devait probablement le prendre pour un idiot imprudent. En pensant à cela, il se prit la tête entre les mains d'une expression de peu regret sur le visage. Les passants se retournaient pour le regarder.
Il soupira profondément et se dit qu'un jour lui aussi deviendrait comme elle. En regardant la tablette, il pensa qu'avec un don aussi incompréhensible, il ne pouvait même pas espérer l'égaler. Et puis soudain, il comprit son don était le smartphone même de sa vie d'antérieure. Il commença à toucher les icônes, se souvenant qu'il lui semblait l'avoir déjà fait. En appuyant sur l'icône de l'appareil photo, il prit une photo de la fiole et vit sur l'écran le même objet qu'Anis lui avait donné. Cela le surprit énormément. Le protagoniste appuya sur la commande pour voir les détails et pensa « identifier ». L'écran afficha des informations indiquant que cet élixir était une potion de la plus haute qualité. Elle guérissait toutes les blessures externes à l'exception des membres perdus et restaurait le mana. Le héros vit une commande supplémentaire pour copier et appuya dessus. À cet instant, un petit cercle magique apparut près de l'appareil et une deuxième fiole se matérialisa à côté de celle qu'Anis lui avait donnée. Sa surprise était sans borne. Mais quoi? C'est quoi cette compétence complètement cheatée? À ce moment-là, un jeune homme et une jeune fille passèrent. Ryuk se demanda ce que ce merveilleux appareil pouvait bien contenir d'autre. Il prit une photo des jeunes gens et à sa grande stupéfaction, des informations sur eux apparurent sur son smartphone. Le garçon avait le don d'épéiste démoniaque, la fille celui d'archimage. Juste en dessous de leurs statistiques, il y avait une commande pour acquérir une compétence. Le protagoniste avait du mal à croire ce qui se passait. Acquérir une compétence. Sérieusement. Il appuya sur ses commandes et se demanda surpris si ça avait vraiment marché. Saisissant son bâton et faisant un bond, il exécuta des mouvements d'épéiste et pensa perplexe. Il sentait son corps léger. Et ses mouvements? Il savait instinctivement comment bouger. En regardant sa main, il s'exclama avec étonnement « Ouah, alors la magie va marcher aussi !» Expirant et se concentrant, le protagoniste ferma les yeux, tendit la main et activa la boule de feu. À cet instant, une sphère ardente se forma dans sa main. Il la fixa stupéfait. À ce moment-là, un des villageois lui cria irrité « Tu as complètement perdu la tête !» Utiliser la magie en ville est inacceptable. Le héros s'excusa embarrassé, pensant avec excitation. Quel don incroyable et heureusement que Jesnik n'en sait rien. Soudain, il se sentit mal. Sa vue se brouilla et Rai s'effondra sur le sol. Alors il comprit. Douleur musculaire et épuisement du mana. C'était donc ça l'inconvénient de ce don. Avec son corps non entraîné, c'était pratiquement inutile. Ça l'embêtait de gâcher l'élixir pour une chose pareille, mais sans la fonction de copie, il n'aurait pas pris le risque. Alors il en but une gorgée. Le protagoniste se dit que sincèrement ce don dépassait toutes les limites du raisonnable. Avec ce pouvoir, il pourrait sans aucun doute devenir plus fort, aussi fort qu'Anis. Avec une grande force et un rêve dans son cœur, il ne pouvait qu'aller de l'avant. Non mieux encore, il serait capable de se protéger lui et les autres. Quelque temps plus tard, à son réveil, il repensa à son don de rang X, une chose inédite jusqu'alors un smartphone. Ce don capable de créer une brique brillante avait rendu son père adoptif furieux et celui-ci l'avait chassé de la maison. Le choc a brisé son lavage de cerveau et il a retrouvé la raison. Sa rencontre fatidique avec Anis. Avec un nouvel objectif et le véritable pouvoir du smartphone, il se dirige vers la grandeur pour devenir l'aventurier le plus fort. Le protagoniste s'étira et laissa échapper un gémissement, tout son corps était endolori. Se souvenant de la potion, le héros en but une gorgée et pensa « Matin du deuxième jour en tant qu'aventurier. Préparatifs terminés. En route. » En regardant son smartphone, il réfléchit à tout ce qu'il avait essayé depuis et en arriva à la conclusion que les capacités de l'appareil étaient les suivantes. La vue détaillée, c'est-à-dire qu'on peut évaluer le sujet d'une photo. Ensuite, la copie qui permet de créer un double de l'objet photographié et de l'annuler si on le souhaite. Et enfin, l'acquisition de compétences avec laquelle on peut obtenir le don et les capacités des objets photographiés. Même s'il copiait la compétence, ce n'était pas la sienne à l'origine. Son corps ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme. Et c'était la même chose pour la magie. S'il lui reste peu de mana, il ne peut pas lancer de sorts puissants. Donc pour libérer le potentiel de son smartphone, il doit monter de niveau. Quand il est arrivé à la guilde et a demandé une quête spécifique, la réceptionniste lui a dit que malheureusement, les débutants ne peuvent pas accepter de missions d'extermination seuls. Il devait rejoindre un groupe avec des aventuriers de plus haut rang. Elle lui a remis un formulaire de demande pour rejoindre un groupe et a ajouté que gagner de l'expérience et monter en rang est la façon habituelle de progresser. Mais quand il a essayé de parler aux gens, un groupe lui a dit ouvertement « Après tout, c'est l'ancien fils du seigneur féodal. On ne veut pas de problème. » Un autre groupe lui a dit « N'est-ce pas celui qui vient de se battre avec la garde personnelle du seigneur? On ne veut pas s'attirer d'ennui par modèle. » Il s'est approché de plusieurs autres groupes, mais tous l'ont rejeté en disant qu'ils ne voulaient pas de problème. Ryuk s'effondra sur le sol épuisé et pensa avec agacement à Jesik et à tous les obstacles qu'il avait mis sur son chemin. Il ne l'oublierait certainement pas. En s'approchant du tableau des quêtes, le protagoniste décida que si tel était le cas, il prendrait des quêtes de récolte plutôt que des quêtes de combat et c'est comme ça qu'il monterait de niveau. Après avoir accepté une des missions, il se rendit sur les lieux. En passant la porte principale, le protagoniste regarda autour de lui, vérifia sa carte et se dit « Bon, on y est ».
D'ailleurs, c'était la première fois qu'il s'aventurait hors des murs de la ville. Soudain, un bruit se fit entendre et le héros, en alerte, vit un gobelin sortir de la forêt. Ryuk s'inquiéta mais tenta de se calmer. C'était un monstre pour débutants. Il ne l'avait pas encore repéré. À ce moment-là, il marcha accidentellement sur une branche sèche qui se brisa dans un grand craquement. Le héros jura et le gobelin se tourna vers le bruit et l'aperçut. Le protagoniste réalisa que cet ennemi était un véritable monstre. La créature bondit sur lui avec un rugissement sauvage. Le héros se dit de ne pas paniquer et pointant son épée vers l'avant, il se mit en position de combat. Le gobelin s'approcha de lui et Ryuk l'abattit d'un seul coup. Alors que l'ennemi s'effondrait, le protagoniste s'exclama surpris. « Alors c'est ça. Un don de rang A, un épéiste démoniaque. » Ramassant la pierre magique laissée par le monstre, il la regarda et se dit qu'il la vendrait pour gagner un peu d'argent. Après ça, le protagoniste regarda l'ennemi et s'excusa de l'avoir tué si facilement. À cet instant, il entendit un autre bruit. Se cachant derrière un arbre, il aperçut d'autres gobelins et pensa perplexe. « Il y en a tout un tas. Je me demande ce qui arriverait si je prenais un gobelin en photo. » Après avoir mis son plan d'exécution, il vit les statistiques de l'ennemi à l'écran. C'était l'odorat. En dessous, il y avait la commande pour obtenir une compétence. Le héros perplexe se demanda « Pouvait-on vraiment voler les compétences des monstres ?» Il activa la commande et sortit de sa cachette. Le combat fut bien plus difficile qu'avec un seul gobelin et Ryuk fut contraint de s'enfuir du champ de bataille. S'étant enfui à une distance sûre, il pensa épuisé. « Non, je ne peux pas encore en affronter autant à la fois. » À ce moment-là, il sentit quelque chose et aperçut un slime non loin de là. Il réalisa « Bien sûr, c'est grâce à la compétence que j'ai reçue du gobelin que j'ai senti cet ennemi. » Se mettant à couvert, il décida de prendre le slime en photo avant que le monstre ne le remarque, afin de pouvoir récupérer sa compétence après le combat. Le protagoniste décida de s'occuper de cet ennemi avec de la magie. Il lança une boule de feu, attaqua le monstre et le vainquit rapidement, après quoi il poussa un cri de joie. Plus tard, alors qu'il s'installait sous un arbre, le protagoniste se dit qu'avec son odorat, il pouvait prendre une petite pause sans baisser sa garde. Il sortit son smartphone impatient de vérifier la compétence du slime. Ce qu'il vit le stupéfia. Immunité aux dégâts physiques. Une fois activé, le corps devenait semi-liquide et ignorait les attaques physiques. La résistance. Il en avait déjà entendu parler, mais serait-il capable de l'utiliser? Le héros activa l'immunité aux dégâts physiques et vit sa main devenir comme du slime. Il fit glisser un couteau sur sa paume. Elle fut facilement entaillée puis se régénéra aussitôt. Il n'arrivait pas à y croire. Il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un capable d'utiliser les compétences des monstres. Son don était complètement fou. Un peu plus tard, Ryuk pensa à Anise. Elle était sûrement en train de parcourir des labyrinthes dans un lieu dangereux où seuls les meilleurs aventuriers étaient admis. Il regarda dans cette direction avec envie et décida qu'un jour lui aussi viendrait à bout de ces donjons. Et c'est ainsi que jour après jour, il commença à se battre contre des gobelins et des slimes. Il devenait de plus en plus sûr de lui. Il pouvait désormais se défaire facilement de toute une horde de gobelins. Un mois plus tard, il était au niveau 75. Alors qu'il prenait un bain, Ryuk repensa au slime doré. Grâce à l'expérience multipliée par 10 de ce dernier, il avait pu monter de niveau de façon considérable. Les fonctionnalités de son smartphone s'étaient aussi améliorées avec son niveau. Il avait maintenant accès à des tâches de traduction, la capacité de traduire le langage des animaux et les écritures anciennes, ainsi qu'une carte, un plan détaillé indiquant sa position actuelle et une fonction de recherche qui permettait d'en savoir plus sur un objet. Après s'être lavé, il s'étira et dit « Ah, ça fait du bien! J'ai accumulé un bon paquet de pierres magiques. Je peux aller à la guilde maintenant. » Un peu plus tard, lorsqu'il rendit ses matériaux, la réceptionniste lui donna une récompense pour la collecte et la vente des pierres magiques. Le protagoniste remercia la jeune femme et en partant, il murmura que même s'il chassait maintenant les monstres avec facilité, son rang d'aventurier, lui, ne progressait pas. Il avait encore beaucoup de chemin à faire pour rattraper Anise. C'est à ce moment que la princesse épéiste lui demanda s'il parlait d'elle. Le protagoniste fut déconcerté. Il n'avait même pas senti sa présence. Le héros hésita, puis lui demanda si elle était déjà de retour du labyrinthe. La jeune femme l'observa attentivement et répondit « Oui, je suis juste venue me réapprovisionner. » S'approchant un peu trop près, elle le scruta à nouveau. Ryuk fit un bond en arrière, décontenancé par une telle proximité. Anis sourit et dit « Tu n'as pas l'air d'être blessé. »« Ok, c'est une bonne chose. » Il lui répondit du tac au tac « Oui, c'est vrai, et c'est entièrement grâce à elle. » Il se sentit mal à l'aise, pesta, et se dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé normalement à quelqu'un. Et là, elle était devant lui, les mots coincés dans la gorge. À ce moment-là, Bon Lapla était la jeune fille et se retourna pour partir. Ryuk, prenant son courage à deux mains, se tourna vers elle et lui demanda de s'arrêter. Tandis qu'Anis, surprise, se retournait vers lui, il jura intérieurement, serra les poings et se dit qu'il s'était enfin trouvé. Il devait dire quelque chose, n'importe quoi. Alors qu'elle le regardait avec curiosité, il lâcha soudain « Il deviendra plus fort. »
et il l'invita à faire une mission ensemble dans le labyrinthe un de ces jours. Anis, qui ne s'attendait pas à une telle réponse, hésita. Barton s'approcha de lui, posa ses mains sur ses épaules et demanda « Tu es sérieux? Ça ne fait qu'1 mois qu'il est aventurier et il sort déjà un truc pareil. » Le protagoniste se sentit gêné, mais il soutint le regard du garçon. Barton lui demanda quel était son rang. Le protagoniste répondit avec un sourire « Il est encore novice. » Le garçon agacé le secoua par les épaules et lui demanda « Tu te fiches de moi? » Il se tourna vers les autres aventuriers et leur demanda « Il est dans quel groupe le héros? C'est quoi cette histoire de déclassement? » Ryuk répondit « Ce n'est la faute de personne. Il a un passé compliqué. Personne ne l'acceptera dans son groupe et il ne peut pas accéder aux missions normales. » Banane fronça les sourcils et dit « Je vois. On aurait dit que Dragos mettait la pression sur tout le monde. Il parla plus fort, mais ils avaient une peur des autorités et d'abandonner un novice. Quel genre d'aventurier serait-il après ça? » Il donna une tape dans le dos du protagoniste embarrassé, lui fit un clin d'œil et lui dit de le laisser s'en occuper. Après un moment, le type emmena le protagoniste dans la salle d'entraînement souterraine de la guilde des aventuriers qui lui dit « Bon qu'il montre ce qu'il vaut. Il peut m'attaquer quand il veut. » Le héros debout, face à un adversaire aussi puissant, se demanda déconcerté « Comment j'en suis arrivé là? » Les aventuriers étaient à l'extérieur de l'arène attendant avec impatience leur combat d'entraînement. Ryuk demanda à Barton « Qu'est-ce qui se passe ici? » Les aventuriers chuchotaient entre eux, discutant de la situation et du novice. Le type répondit « C'est simple. Personne ne sait vraiment quel genre de personne il est, alors ils vont le tester en combat. Dans un duel, on verra tout de suite de quel bois s'il se chauffe. Devrais-je le laisser attendre ou devrais-je attaquer en premier? » Le protagoniste prit une posture de combat et dit « Alors il est temps de commencer. » Et il activa sa magie de feu. Bon remarqua que son adversaire allait attaquer immédiatement avec la magie qu'il venait d'apprendre. C'était très direct. L'avait-il mal jugé? Le type se prépara à parer son coup, mais à ce moment-là, il réalisa qu'il avait disparu. On ne le voyait plus nulle part. Le protagoniste, utilisant une diversion et la furtivité, se cacha puis apparut derrière son adversaire. Se préparant à l'attaque, il réduisit la distance et fonça sur le type. Le héros pensait l'avoir eu, mais il comprit son erreur. Barton le remarqua et para habilement son coup, projetant Ryuk sur le côté et pointant son épée vers lui. Le protagoniste jura de frustration et pensa « Après tout, je n'étais pas à la hauteur. Mon adversaire était trop fort. » Tous les aventuriers étaient sous le choc de ce qui se passait. Reprenant leurs esprits, ils coururent vers le protagoniste et s'exclamèrent stupéfaits « Mais c'est qui ce type qui a réussi à se placer dans le dos d'un aventurier de rang S? Vous êtes sûr que c'est un novice? Eux n'auraient même pas eu le temps de toucher une épée. » Bon lui dit que ses compétences et ses instincts étaient excellents, mais qu'il ne les maîtrisait pas encore correctement. Puis il se tourna vers les aventuriers et leur cria d'arrêter d'ignorer ce garçon. S'ils n'avaient pas l'intention de l'inclure dans le groupe, qu'ils fassent au moins des combats d'entraînement avec lui. Les aventuriers acceptèrent et commencèrent à proposer au héros de se battre contre eux. Il accepta leur offre avec joie. Les combats se poursuivirent avec plus ou moins de succès, le protagoniste étant tantôt victorieux, tantôt vaincu. Après les combats, il parvenait à prendre des photos de ses adversaires et à copier leurs compétences pour ensuite retourner au combat d'entraînement en utilisant les compétences copiées. Quelque temps plus tard, après une autre séance d'entraînement, le protagoniste se mit à réfléchir. Il avait appris une tonne de compétences et de techniques en quelques jours, mais était-ce correct de copier les pouvoirs des autres? Était-ce juste? À ce moment-là, Bon s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il faisait une tête si sombre. Le héros répondit qu'il se demandait simplement si c'était normal d'avoir autant de chance. Il faisait des efforts, mais ce n'était pas seulement grâce à sa propre force. Le type lui répondit qu'il progressait trop vite. Il était évident qu'il avait des secrets, mais ça n'avait pas d'importance. À ce moment-là, la salle se remplit d'aventuriers qui commencèrent à boire des alcools forts et à discuter bruyamment. Barton lui demanda s'il allait utiliser le pouvoir qu'il avait obtenu pour faire le mal. Ryuk protesta « Mais qu'est-ce que tu racontes? »« Pas du tout, je n'y avais même pas pensé. » Barton lui ébouriffa les cheveux et dit « Alors je ne vois pas où est le problème. » Le protagoniste se sentit soulagé et hocha la tête avec un sourire. Le type, prenant une gorgée de sa boisson, dit « Sacré novice pour penser de cette manière. » Le protagoniste s'adressa à lui poliment et le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Son interlocuteur le regarda du coin de l'œil et dit avec un sourire « Eh bien, ce n'est pas vraiment ça, mais il admet qu'il l'apprécie en tant que personne. »« Ah, c'est entièrement de la faute d'Annie ?» a demandé le héros perplexe. « De quoi est-ce qu'il parlait ?» a répondu Barton. « Elle lui a demandé de l'aider, et quand quelqu'un qui n'a jamais rien demandé vous demande quelque chose, il est impossible de refuser. Même si ça lui était égal, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle pouvait bien trouver à une mauviette de débutant comme lui. » Ryuk était confus par ces paroles. À ce moment-là, la jeune femme s'est approchée d'eux, a frappé le garçon à la tête avec sa chope et s'est exclamée indignée. Est-ce qu'il venait de dire ça à voix haute? Barton bouche bée sauta du banc et recula, disant qu'il était temps pour lui de partir.
Faisant un clin d'œil à Rhee, il lui a dit de tenir bon. Le garçon a sauté par la fenêtre. Le héros s'est précipité anxieux et étonné pensant « on n'est pas au deuxième étage ». Il est retourné à sa place où Annie s'est assise à côté de lui. Après un moment d'hésitation, elle lui a demandé s'il avait dit quelque chose d'étrange. Le héros a répondu « pas du tout » pour Elle s'était simplement inquiétée pour lui un débutant et il lui en était très reconnaissant. La jeune femme a minimisé la chose en disant « ce n'est rien ». À cet instant, Barton est entré dans la pièce par la porte et a commencé à s'étirer. Les aventuriers ont compris qu'il était temps de partir. Le héros lui a demandé « Pourquoi est-ce que vous vous souciez autant de moi ?» Anise a répondu « Après tout, tu as affronté un homme bien plus fort que toi pour défendre une parfaite inconnue. » Il s'est excusé embarrassé, soulignant qu'il ne s'était pas montré sous son meilleur jour à ce moment-là. La jeune femme a répliqué « Pas du tout. Les gens qui prennent des risques pour les autres sont rares. » Ça l'agaçait simplement que des gens comme lui ne puissent pas progresser à cause de restrictions stupides. Il pouvait perdre, mais il n'abandonnerait pas. Elle attendrait. Après ces mots, Annie s'est levée et s'est préparée à partir. Ryle a appelé poliment et sans se retourner, elle lui a fait un signe de la main en disant « Appelle-moi juste par mon nom », puis elle est partie. Le héros l'a regardé s'éloigner confus, pensant qu'elle avait dit qu'elle attendrait. Est-ce que ça pouvait être vrai? Il a senti une vague de joie l'envahir et bondissant du banc, il s'est mis debout et a rejoint les aventuriers. Ils se sont amusés ensemble en s'affrontant, en prenant des photos et en riant. Finalement, son dernier adversaire, abaissant son arme, a déclaré qu'il abandonnait. Après ça, tous les aventuriers ont déclaré avec enthousiasme que progresser autant en un mois, c'était d'un tout autre niveau. Le héros leur a répondu timidement. Il avait encore beaucoup de chemin à faire. Ils l'ont taquiné. Ton objectif, c'était un rendez-vous avec une certaine Anise dans le labyrinthe, c'est ça. Il leur a demandé de ne pas se moquer. À ce moment-là, Draggles, qui était au bar, a reconnu sa voix et s'est retourné surpris. Il a appelé la serveuse et lui a demandé « Ce garçon auquel personne ne prêtait attention, n'était-il pas de rang F ?» La jeune femme a hésité, mais a finalement répondu que son rang n'augmentait pas, mais qu'il gagnait de l'expérience grâce au combat d'entraînement. Draggles a souri et a dit « Oh, comme c'est intéressant ». Il s'est approché du héros et lui a dit que ça faisait un bail qu'ils ne s'étaient pas vus. On dirait qu'il s'amusait bien. Le héros prononça son nom avec surprise. Le capitaine s'adressa grossièrement aux aventuriers et leur demanda de vider la table. Les garçons se sont tendus, mais aucun ne s'est levé. Tous ont pris le parti de leur nouvel ami. Draggles a souri avec malice et leur a demandé « Vous jouez à l'amitié. »« Bon d'accord, soit. » Il s'est tourné vers Ryuk et lui a demandé « On dit que tu t'es entraîné. Le capitaine a commencé à faire craquer ses doigts de souris malicieusement et a poursuivi « Eh bien, alors qu'il se joigne à moi aussi. » Le héros le regarda en silence. Le capitaine a commenté sarcastiquement « Tu as peur. » Que s'il a peur que son adversaire soit le commandant de la sécurité personnelle qu'il ne pense même pas à se défiler. Compris. Barton s'est approché du héros et a dit « D'accord, je serai l'arbitre. » Le héros a murmuré son nom confus. Draggles a demandé à Ryuk ce qu'il attendait, qu'il aille au centre. Le partenaire d'Anis a dit à voix basse au héros « Si tu refuses maintenant, les choses ne feront qu'empirer. Je pourrais au moins l'arrêter pendant le combat. Accepte pendant que tu en as l'occasion. » Le héros a répondu « D'accord » et a secrètement photographié son adversaire, copiant ses compétences. Draggles lui a dit « Ne tremble pas autant, détends-toi, je vais me retenir. » Ses statistiques indiquaient un niveau 13. Ses PV sont de 9520 et ses PM de 1168, et son don l'épée sacrée. Le héros a pensé qu'il était de niveau 80. Draggle était clairement plus fort qu'un rang S typique. La différence de puissance était évidente, mais il n'était plus aussi faible qu'avant. Pas de retour en arrière possible. Ryuk a activé la magie du vent réduisant la distance et s'est élancé sur son adversaire. Le capitaine a à peine pu parer son coup et s'est exclamé « Il cherche la mort. Il est plutôt courageux. » Il a attaqué le héros à son tour, mais celui-ci l'a esquivé habilement et a utilisé un mouvement qui a énormément surpris Bonan. Draggles a également regardé son adversaire avec perplexité. Il ne s'attendait clairement pas à un tel mouvement de sa part et le repoussant, il a grogné furieusement « Fais pas le malin !» Il s'est approché de lui à la vitesse de l'éclair et lui a donné un coup de coude dans la poitrine en voyant le héros s'écraser au sol. Le capitaine jubilait. Il sait fuir comme un pauvre lâche, mais c'est bien tout. Le protagoniste le foudroya du regard, s'élança et s'apprêtait à attaquer de nouveau ce commandant insolent, mais Bon s'interposa entre eux et cria « Ça suffit !» Le capitaine furieux demanda au garçon « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Sa coéquipière Anise intervint pensant que le combat était déjà terminé. Ou alors, en tant que commandant, comptait-il sérieusement en finir avec le débutant? Dragal laissa échapper un grognement méprisant, tourna les talons et lança « Bande de mauviettes!
Tout ce que vous savez faire, c'est vous lécher les plaies mutuellement. Le protagoniste était furieux contre lui-même. Encore une fois, il n'avait été qu'un poids et avait dû se faire sauver. À ce moment-là, Anis s'approcha de lui avec un sourire et lui dit « Beau travail ». Surpris, il prononça son nom. Puis honteux, il ajouta « J'espère que tu me pardonneras. Je n'ai pas réussi à gagner, même si tout le monde m'aidait. » La jeune fille lui donna une petite tape sur le front et dit « Tu es un idiot. Même après avoir perdu des centaines de fois, tu continues de devenir plus fort. » Rook se frotta la zone endolorie confus et prononça son nom. Les aventuriers l'aidèrent de se relever et l'encouragèrent. « C'est ça, tu as vraiment bien tenu le coup. » Le protagoniste les regarda avec sincérité et les remercia du fond du cœur pour leur soutien et leur aide. Serrant les poings, il déclara avec détermination « Je vais devenir encore plus fort et maintenant je pars monter de niveau en affrontant des monstres. » Sur ces mots, sous le regard stupéfait des aventuriers, il partit en courant vers la sortie. Banane perplexe dit « Regardez-le, il a de l'énergie à revendre. » Anis observa le protagoniste et avec un sourire lui souhaita bonne chance. Quelque temps plus tard, notre héros combattait vaillamment des gobelins, utilisant toutes ses compétences et pensant qu'à chaque coup encore et encore, il deviendrait sans aucun doute plus fort. Un mois après, il atteignit le niveau 5. Soulevant son smartphone, il cria de joie « Enfin !» À cet instant, l'appareil afficha un message du système. Ryuk regarda son téléphone et se demanda s'il avait une nouvelle compétence fusion et comment elle fonctionnait. Il devait l'essayer sur une épée. Il utilisa la fusion sur son épée et la lame de celle-ci se couvrit de flammes. Il comprit son fonctionnement et se dit qu'il pouvait prendre ce qu'il photographiait et le fusionner avec de la magie ou des compétences. Il fut surpris par l'effet de cette compétence, mais soudain la lame de l'épée se brisa. Il la regarda et pensa qu'une simple épée en fer ne pouvait pas supporter la puissance de la magie. Il avait passé beaucoup de temps à monter de niveau jusqu'au niveau 100. Maintenant, ce serait encore plus difficile de progresser. Il était temps d'améliorer son équipement et d'affronter des monstres plus redoutables. Il décida d'aller dans une boutique d'armes et plus tard, il annonça joyeusement qu'il avait dépensé toutes ses économies pour une épée en adamantite à haute conductivité magique. Le propriétaire de la boutique en était même devenu tout pâle. Excellent. Maintenant, je dois ajouter de la magie du feu à ça. Il utilisa la compétence de fusion et sa nouvelle épée fut capable de résister à cette magie. Après ça, il accepta une quête pour tuer un monstre, s'enfonça dans la forêt et parvint à trouver ce qu'il cherchait. Il pensa qu'avec sa solide carapace, ses sens aiguisés, et de sa vitesse, même les aventuriers de rang S avaient du mal avec lui. Le système l'informa sur la guêpe de jade, ses capacités de détection et de vol, et sa faiblesse le feu. Il se dit qu'avec la dissimulation et la magie du vent, il pourrait supprimer sa présence le son et son odeur. Mais sans la compétence de camouflage obtenue du caméléon fantôme, il ne pourrait pas s'approcher davantage. Si c'était comme avant, il n'aurait pas d'autre choix que de fuir. Il utilisa la compétence de vol, se dirigea vers le monstre et pensa que maintenant avec ça, il pourrait le tuer d'un seul coup par surprise. Il s'approcha suffisamment, frappa avec son épée, trancha la patte du monstre et pensa qu'il avait raté de peu, mais que le résultat était là. La guêpe l'attaqua, mais il esquiva facilement l'assaut. Immédiatement après, il utilisa les compétences de rapprochement et de vol, sauta très haut vers le monstre et brandit son épée. Il utilisa un don de rang S, l'épée sacrée, et asséna un coup surpuissant détruisant le monstre. Il ramassa l'objet laissé par le monstre euphorique de sa victoire et tomba au sol. Il leva les yeux avec une expression joyeuse et pensa qu'en renforçant des objets avec la compétence de fusion, il serait capable de tuer des monstres encore plus puissants. Plus tard, le protagoniste tomba sur 3 jeunes filles et pensa « Du moins, c'est l'impression que ça donne. Mais c'est quoi cette situation et qu'est-ce qui se passe? » 1 heure plus tôt, il se tenait devant le panneau d'affichage et se disait qu'il avait déjà acquis un nombre décent de compétences. Il était temps d'affronter des monstres plus redoutables. Son attention fut attirée par une annonce qui cherchait des gens pour une équipe afin de détruire le roi des vers. Mais à ce moment-là, il entendit une jeune fille insulter quelqu'un à haute voix. Il se retourna et vit un garçon qui avait l'air mécontent se faire réprimander. D'ailleurs, lui voulait aider. La jeune fille lui cria de se taire et lui demanda s'il pensait que ce n'était pas grave de lui mentir juste parce que c'était une fille. Elle ne voulait plus jamais le revoir. Elle s'écarta et dit qu'il s'était encore fait refouler. La fille à lunettes dit qu'elle allait au comptoir pour faire son rapport et qu'elle pouvait partir sans elle. La jeune fille s'approcha de lui, regarda la brochure qu'il tenait dans les mains et l'interpella. Il a hoché la tête confus et s'est dit « C'est une de ces situations, n'est-ce pas? » Elle lui a alors dit qu'elle s'était récemment entraînée avec Ban. C'est un débutant non hostile intéressé par cette mission. Plus tard, il a retrouvé le reste de l'équipe et a demandé d'un ton inquiet « Qu'est-ce qui se passe ici? » La jeune femme a dit qu'il devrait d'abord se présenter. Nous sommes l'équipe de rang A, la Demoiselle Rouge. Je suis la chef l'épéiste Gina. Et voici la prêtresse Christy et la magicienne Yuti. L'une d'elles le regarda avec méfiance, interpella leur chef et lui demanda pourquoi elle avait ramené un débutant.
Celle-ci a répondu qu'il avait été entraîné par un aventurier de rang S et qu'il avait donc certainement appris quelque chose. Elles ont commencé à en discuter, se disant que même si c'était un débutant, qu'elles pourraient le prendre comme renfort et qu'il serait utile en combat comme soutien. De plus, Barton avait fait son éloge, donc il ne ferait pas de bêtises. N'était-ce pas la solution idéale? Elle lui a ensuite demandé s'ils voulaient rejoindre leur groupe temporairement pour chasser le roi des vers. Le héros surpris leur a demandé si elles étaient sérieuses. Il était incroyablement heureux, mais a expliqué qu'il avait des circonstances particulières. Elle lui a dit que ça ne leur posait aucun problème, qu'ils pouvaient se détendre. Après tout, elles étaient déjà un peu les brebis galeuses de la guilde. Une équipe entièrement féminine attirait déjà les regards de travers. Il a répondu qu'il comprenait mieux pourquoi l'ambiance était si tendue. Yuti s'est approchée de lui et lui a dit méfiante de ne pas se contenter de rester là à regarder. Elle l'a prévenu qu'au moindre geste déplacé, il se prendrait une raclée. Gêné, il a répondu que ce n'était pas du tout son intention. Il avait quelqu'un qui l'admirait. Elle continuait de se méfier de lui, mais Christy a dit qu'à son avis, il valait mieux que la plupart des autres. Gina a annoncé que c'était décidé et qu'il partirait dans 3 jours. Elle lui a demandé de bien se préparer. Il a accepté, pensant qu'il avait vraiment hâte de voyager avec l'équipe. 3 jours plus tard, il est parti, le visage tendu, se disant qu'il était trop nerveux et était arrivé beaucoup trop en avance. Anis s'est approchée de lui et ils se sont salués. Elle lui a dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait accepté un contrat pour éliminer un monstre. Elle lui a ensuite tendu un cristal lui disant de le prendre car c'était une amulette de Fortilippus. Elle avait entendu dire que ça portait chance. Il lui a alors demandé si elle était venue exprès juste pour lui donner ça. Elle lui a demandé de faire attention. Il l'a remercié et avec un grand sourire a avoué que ça lui faisait vraiment très plaisir. Quand tous les membres de l'équipe furent arrivés, Gina leur expliqua que leur cible était le roi des vers, un monstre gigantesque qui apparaît dans la zone désertique. 3 jours plus tôt, elles avaient trouvé sa tanière par hasard. De là, le voyage prendrait 5 jours en chariot. Pendant le voyage, toutes les tâches ménagères seraient de sa responsabilité. En combat, il devrait utiliser son arc et couvrir leurs arrières. Il a demandé « Ça veut dire que je ne peux pas me battre au corps à corps ». Yuti s'est penché vers lui et a répliqué « T'as perdu la tête ou quoi ?» Dans un combat frontal, un débutant comme lui se ferait tuer en 1 seconde. Il a compris et ils se sont mis en route. Pendant leur trajet, un scorpion a attaqué leur chariot, mais les filles ont réagi au quart de tour et en combinant leurs efforts, elles ont vaincu le monstre en un instant. Ryuk les a regardées en pensant « C'est donc ça être de rang A. Sérieusement, on dirait que je ne sers à rien ici. » L'une d'elles s'est retournée vers lui, l'a pressé et lui a demandé pourquoi il restait planté là. Il lui a demandé d'attendre, lui a tendu une serviette puis a désigné son visage en lui disant qu'elle avait du sang. Elle l'a remercié et a essuyé la tache. Après cela, ils sont arrivés près d'une falaise où il a installé un campement temporaire et préparé le repas. Après le dîner, tout le monde est allé se coucher, mais Gina l'a entendu se déplacer et l'a observé en silence tout en feignant de dormir. Il s'est approché et l'a couverte avec une couverture, ce qui l'a légèrement surprise. Le lendemain matin, ils ont repris le chariot et il a recousu les vêtements de Christy. Elle l'a remercié en l'appelant par son nom et lui a demandé pourquoi il était devenu un aventurier. Elle a rougi en disant qu'elle ne savait pas comment l'expliquer. C'est juste qu'il lui semblait différent des autres. Yuti a acquiescé, ajoutant qu'il était suspicieusement attentionné. Elle s'est assise à côté de lui et a fait remarquer qu'il accomplissait n'importe quelle tâche sans jamais se plaindre. Il aurait peut-être plus de facilité à trouver du travail en ville. Il a répondu que c'était tout simplement comme ça que les choses se passaient chez lui et que c'est pour ça qu'il était toujours occupé. Il leur a raconté son histoire et comment il était devenu un aventurier. Surprise, elles ont dit que son père était un monstre. Il en avait vraiment bavé. Une des filles a convenu qu'il n'était pas un bon à rien et qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves. Il les a remerciés et a avoué que lorsqu'on l'a chassé de chez lui, ça lui a fait très mal. Mais maintenant, il en était presque content. Il avait rencontré des personnes qui l'admiraient et son objectif était désormais de devenir comme elle. Il a souri et a ajouté qu'il avait aussi eu la chance de voyager avec elle. Ces mots les ont touchés. Elles l'ont serré dans leurs bras en lui disant que c'était vraiment un type bien. Il leur a toutefois demandé pourquoi elles avaient accepté un débutant comme lui alors qu'avec leur rang, elles auraient pu choisir n'importe qui d'autre. Elles ont répondu que ce n'était pas si simple. La plupart des hommes c'étaient de parfaits idiots. Dès qu'ils voyaient une équipe de femmes, ils se moquaient pensant qu'elles étaient incapables de s'attaquer à de grosses proies et parfois même ils les regardaient avec dégoût. Le héros s'est dit qu'il comprenait maintenant pourquoi elles avaient été si méfiantes en le rencontrant. Elles ont expliqué vouloir prouver à tout le monde qu'ils avaient tort en anéantissant le roi des vers. Il leur a dit avec un sourire que c'était un bel objectif et qu'il trouvait ça génial. Lui aussi essayait de se rendre utile. Elles ont dit que c'était pour cette raison qu'elles l'aimaient bien. Au bout d'un moment, ils tombèrent sur un serpent gigantesque et l'attaquèrent avec leurs armes. Mais soudain, ce monstre explosa. Ils arrêtèrent de la charrette près du lac expliquant que c'était le dernier endroit où campa. Demain, ils atteindraient leur objectif.
Aujourd'hui, ils devaient se reposer. Les filles sont allées nager et Yuti l'a interpellé, lui interdisant ne serait-ce que de penser à les espionner. Il s'assit derrière un rocher et cria qu'il n'y pensait même pas. Il sortit son téléphone pour analyser les alentours via ses fonctions de détection et d'odorat. Il pensa à la compétence qu'il avait obtenue la veille dans le désert, l'autodestruction du serpent de sang. Je me demande si ça peut fusionner avec de l'adamantite. C'est une fonction de dingue. Je devrais peut-être laisser tomber pour le moment. Il entendit les filles crier. Inquiet, il leur demanda à voix haute ce qui se passait. Un monstre énorme se tenait juste à côté d'elles, et elles hurlèrent que leur charrette avait été détruite, que leur équipement avait été volé et qu'elles n'avaient plus d'armes. Il aperçut un slime d'eau et comprit qu'elles ne l'avaient pas remarqué car il se cachait au fond du lac. Gina se tourna vers les autres et leur cria de sortir de l'eau immédiatement. Toutes regagnèrent de la rive, mais Yuti tomba au sol et se retourna le visage déformé par l'inquiétude. Le slime étendit son tentacule vers elle, mais le héros se plaça devant elle et pointa sa main vers le monstre. Il utilisa sa compétence de congélation sur le slime, et juste après, avec une lame tourbillon, il découpa le monstre en 1000 morceaux. Gina n'en croyait pas ses yeux. Elle murmura qu'il avait anéanti un monstre aussi énorme en un seul instant. Mais qui était-il? Il se sentit un peu perdu et se demanda jusqu'où il pouvait leur en dire. Soudain, il remarqua quelque chose tuant un slime qui s'apprêtait à l'attaquer et lui lança de faire attention. Il vit une horde de petites slimes et se demanda s'ils ne s'étaient pas régénérés à partir des fragments. Il leur donna une arme grâce à son téléphone et leur dit de la prendre. Surprise, Yuti lui demanda d'où il l'avait sortie. Gina remarqua le feu qui enveloppait la lame de son épée et demanda à voix haute « L'arme possède un attribut ». Elle se tourna vers lui et lui dit qu'il devrait tout expliquer plus tard. Grâce à ça, elles vinrent à bout de tous les slimes assez rapidement. Après ça, elle posa la main sur son épaule et lui demanda s'il était prêt à donner des explications. Confus, il répondit « Vous devriez peut-être vous rhabiller d'abord ». Gênées, elles crièrent le giflèrent et il trouva ça complètement injuste. Une fois changées, elles s'assirent près du feu et elle déclara qu'il maîtrisait le combat au corps à corps et la magie de rang, à minimum si ce n'était pas rang S. Et en plus, il y avait cet équipement qu'il avait fait apparaître si facilement de nulle part. Il ressemble trait pour trait à celui que nous avions, mais avec des effets magiques. C'est de l'équipement magique, n'est-ce pas? Des objets aussi rares ne se trouvent que dans les profondeurs des donjons. Comment un débutant a-t-il pu se procurer ça? Ryuk était un peu nerveux. Il se dit qu'il avait été un peu trop rapide en leur donnant les armes avec lesquelles il s'amusait à expérimenter la fusion. Il leur expliqua tout et surprise, elles le demandèrent à voix haute. « Tu peux copier ce que tu photographies et en plus imprégner des objets de compétence. C'est quoi cette compétence complètement pétée? » Il se dit que si elles apprenaient qu'ils pouvaient aussi obtenir les compétences elles-mêmes, elles tomberaient dans les pommes, c'est sûr. Yuti déclara qu'après tout, pour avoir expulsé un homme avec de telles capacités, son père adoptif était un parfait imbécile. Il fut d'accord avec elle, ajoutant que même s'il était content de la tournure des événements, si son père découvrait son don, on ne savait pas de quoi il serait capable. Il leur a donc demandé de garder le secret. Gina dit avec un sourire qu'il leur avait sauvé la vie et qu'il n'y avait donc pas à s'inquiéter. Elle garderait le secret. Il les remercia et leur dit qu'en signe de gratitude, elle pouvait garder les armes. Elle répondit qu'à ce propos, elle aimerait qu'ils leur rendent leurs caractéristiques d'origine. Elles sont parties en mission pour tuer le roi des vers afin de clouer le bec à ceux qui les ont sous-estimés. Donc elles veulent s'en charger elles-mêmes. Il sourit et dit qu'il comprenait et qu'il les aiderait donc simplement du mieux qu'il pourrait. Elle le remercia et ajouta qu'elle se reposerait aujourd'hui et que demain serait le jour décisif. Après cela, ils préparèrent plusieurs plats et burent de l'alcool. Ensuite, Gina se dirigea vers la tante, l'appela ainsi que Christy et leur dit que le premier tour de garde était pour eux. Il accepta et s'apprêtait à partir, mais s'arrêta car Yuti l'avait attrapé par le pan de ses vêtements. Elle l'embrassa sur la joue et lui dit qu'elle lui était reconnaissante de les avoir sauvés. Elle courut vers la tante en lui souhaitant bonne nuit et il fit de même. Après quoi ils s'assirent tous les deux près du feu. Il l'interpella et lui dit qu'elle non plus ne devait pas trop en faire, qu'elle devait se reposer. Elle le remercia et lui dit qu'il était vraiment incroyable. Il rougit à ces mots et elle ajouta qu'il savait tout faire et qu'il était très fort. Pourtant, elle ne peut que rester en retrait. Ils sont complètement différents. Le rôle de la prêtresse est de soigner et de bénir pour augmenter la chance. Soutenir ses alliés depuis l'arrière, c'est normal. Mais quand il y a des combattantes comme ça dans les parages, on dirait qu'elle ne sert à rien. Le protagoniste a eu une intuition et lui a demandé de lui lancer une bénédiction. Étonnée, elle a accepté et lui a demandé pourquoi il en aurait besoin. Il lui a simplement dit de le faire. Elle a utilisé sa magie. Il a senti l'effet et a demandé « J'ai une bénédiction là maintenant ». Elle a hoché la tête et a demandé « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Il a sorti un couteau et avec un sourire calme lui a dit de bien regarder. Il a lancé le couteau pour qu'il retombe sur sa propre tête. Inquiète, elle s'est écriée en demandant ce qu'il était en train de faire. Elle lui a crié d'esquiver, mais il est resté parfaitement calme et immobile.
Cependant, au tout dernier moment, le couteau a pivoté et c'est le pommeau qui l'a frappé à la tête. Elle a écarquillé les yeux surprise en disant que la lame fonçait pourtant droit sur sa tête. Il a répondu avec un sourire qu'il avait remarqué ça en observant leur combat. Même quand une attaque allait clairement toucher, elle évitait miraculeusement les points vitaux et les dégâts étaient moindres que prévu. Tout ça, c'est grâce à sa bénédiction. Sa guérison est très nécessaire, mais la bénédiction, même si elle est invisible, sauve vraiment des vies. De plus, quand il a leur bénédiction, il se sent très calme. C'est comme s'il sentait qu'elle les protégeait avec son pouvoir. C'est l'ultime amulette qui protège la vie de ses compagnons. Christy, touché par ces mots, s'est mise à pleurer. Inquiète, il s'est excusé, lui disant qu'il ne voulait pas la faire pleurer. Elle a secoué la tête, l'a remercié et a dit qu'elle était juste heureuse. Le matin, quand tout le monde s'est réveillé, Gina a dit avec un sourire que c'était le jour parfait pour chasser le roi vert. Elle s'est approchée d'eux, l'air déterminé à acquiescer et a dit qu'ils allaient le faire. Surpris, ils se sont approchés d'elle et lui ont fait remarquer qu'elle était bien plus active aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Elle a préféré garder ça pour elle. Ensuite, ils sont montés dans la charrette et ont continué leur route. Ils ont arrêté la charrette disant l'avoir aperçue quelque part dans cette zone. Yuppie a remarqué un mouvement et a crié que quelque chose approchait. Un ver énorme est sorti de sous le sable. Le protagoniste a été surpris en le voyant et s'est demandé ce qu'était ce géant. Serait-ce le roi vert? Les filles s'apprêtaient à combattre, mais à ce moment précis, un ver encore plus gros a tué le monstre. Elle, inquiète parce qu'elle voyait, a dit que ce n'était pas normal cette taille et cette forme. Ce n'était pas un roi, mais un ver abyssal. C'était un monstre ancien, un ver abyssal. Il s'est inquiété en réalisant que le monstre les avait repérés et il a fait un pas en avant. Il a utilisé la magie avec son téléphone, a attaqué le monstre et l'a désorienté. Il leur a crié de courir vite se cacher derrière ces rochers pendant qu'il était distrait. Ils se sont abrités derrière un rocher et il a dit que le monstre continuait à les chercher. Ils ont dissimulé leur présence avec du vent et une barrière de suppression de mana. Tant qu'ils ne bougeaient pas, ils ne les trouveraient pas. Cependant, ils ne pouvaient pas maintenir la barrière éternellement. Ils devaient trouver un plan. Elles ont demandé ce qu'elles devaient faire. Yuti a eu une idée et a dit qu'ils devraient l'attaquer tous ensemble avant qu'ils ne récupèrent. Elles ont regardé le monstre et ont dit qu'à en juger par son apparence, il ne lui avait presque fait aucun dégât. Christy a dit qu'elle servirait d'appât pour que les autres puissent s'échapper. Yuti a refusé bruyamment, disant qu'il valait mieux qu'elle aille le distraire en l'attaquant avec de la magie à distance. Gina lui a crié dessus, lui demandant à quoi elle jouait. On ne peut pas se contenter de fuir. On lui a alors demandé ce qu'elle suggérait. Elle n'a pas su quoi répondre et Ryuk leur a dit d'arrêter. Il ne laissera personne se sacrifier. Tout le monde rentrera en vie. L'important, c'est de travailler en équipe. La nuit, la visibilité sera faible et il vit sous terre. C'est plus facile pour lui de se déplacer dans le noir. Tant qu'on reste sous la barrière, il ne nous remarquera pas. On doit attendre l'aube et réfléchir calmement à un plan. Un peu plus tard, après avoir discuté du plan pendant la nuit, Christy et Yuti se sont endormis. Il a appelé Gina et lui a dit qu'elle devait dormir aussi. Elle a hoché la tête et l'a remercié. Elle a baissé les yeux confuses et a dit qu'en réalité, c'était son rôle de calmer les autres. Pourtant, c'est elle qui a paniqué. Quel leader lamentable! Elle s'est aussi excusée pour ça. C'était leur première mission avec le groupe et voilà dans quelle situation ils se retrouvaient. Il lui a demandé avec un sourire « Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu m'as invité dans le groupe? Quand tu as convaincu les autres de m'accepter, tu sais à quel point j'étais heureux. J'ai appris ce que c'était de voyager avec des compagnons et je t'en suis très reconnaissant. » Elle a baissé les yeux et a dit que c'était elle qui avait suggéré de chasser le roi vert. Honnêtement, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Tu dois me détester maintenant. Il a posé une couverture sur elle et lui a dit de ne pas dire ça. Ça ferait de la peine aux autres de l'entendre. Elles ne te détesteraient même pas, elles sont prêtes à sacrifier leur vie pour leurs camarades. Elles te font entièrement confiance et ce sont elles-mêmes qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. N'est-ce pas ça l'essence même d'un aventurier? Elle a rougi et a dit que pour un débutant, il raisonnait de manière très mature. Il en a ri et elle a souri la remercier et a dit qu'elle se sentait mieux. Ils allaient définitivement s'en sortir. Elle s'était endormie. Le protagoniste l'a recouverte d'une couverture, a regardé sa main et s'est dit qu'il avait parlé comme ça devant tout le monde, essayant de jouer au héros alors que lui-même tremblait de peur. Il s'est souvenu du talisman qu'Anis lui avait donné pour qu'il revienne sain et sauf et il s'est dit qu'il rentrerait sans aucun doute. Quand tout le monde s'est réveillé, ils se sont préparés et il a annoncé que l'équipement magique était prêt. Les armes à distance étaient prêtes. Cependant, ils ne pouvaient pas tuer ce monstre en une seule attaque, alors ils allaient l'affaiblir petit à petit. Il était temps pour eux de commencer. Ils ont avancé, ont trouvé le ver et il l'a attaqué avec de la magie. Les filles ont aussi commencé à attaquer le monstre avec leurs armes et ont remarqué qu'il souffrait. Yuti, pleine d'espoir, a demandé « On se débrouille bien, non? » Il s'est dit qu'elle n'aurait pas dû dire ça. Normalement, les choses tournent mal après avoir dit une chose pareille. Il a remarqué que le monstre commençait à bouger et a crié d'un ton inquiet d'esquiver.
Le ver a ouvert grande la gueule, a libéré des tentacules et a commencé à attaquer dans toutes les directions. Tout le monde a survécu à cette attaque et il a demandé à haute voix si tout le monde allait bien. Elles ont hoché la tête et Gina a dit qu'elles avaient besoin de se soigner. Mais comment allait-elle pouvoir gérer ça? Il était impossible de s'en approcher. Il a sorti son téléphone et leur a demandé de lui donner 5 minutes. Il avait une idée. Le monstre a continué d'attaquer avec ses tentacules et elle a crié que leurs attaques ne lui faisaient aucun dégât. Que pouvait-elle faire dans de telles circonstances? Il a annoncé qu'il allait utiliser la compétence « tranche absolue ». Yuti a été très surprise en entendant ça et a dit que c'était une compétence de guerrier avancé. Il était capable de faire ça lui aussi. Il a hoché la tête et a expliqué que cette compétence avait un long temps d'incantation et qu'il avait besoin qu'elle fasse diversion. Gina a dit avec un petit sourire qu'elle dépendait encore de lui, une image pathétique pour un groupe d'aventuriers de rang A. Elle a accepté disant qu'elle le couvrirait. Il leur a donné l'artefact pour le contenir et elles ont commencé à s'éloigner de lui. Yuti a attaqué le monstre avec sa magie, mais celui-ci a été distrait par elle et elles ont commencé à l'attirer plus loin. Elle a essayé d'attaquer avec de la magie et a dit irritée qu'elle n'arrivait à lui faire aucun dégât. Le ver, la gueule grande ouverte, s'est précipité sur elle, ce qui l'a terrifiée, et Gina lui a crié dessus avec force. Elle a couru vers elle, l'a attrapée par le col et l'a tirée de côté pour que le monstre ne l'attaque pas. Elle l'a remerciée et l'autre a répondu qu'elle n'arrivait même pas à l'égratigner. Il fallait faire diversion. Elle devait absolument l'occuper. Le monstre était sur le point de les attaquer. Elles se sont inquiétées, mais Christy lui a lancé quelque chose stoppant l'attaque du monstre. Elle a demandé d'un air inquiet « Ça va les filles ». Elle l'a interpellée et lui a dit qu'elle les avait sauvées. Puis d'un air sérieux, elle a ajouté qu'elles devaient se séparer. Elles ont couru dans des directions différentes, attirant l'attention du monstre et esquivant ses attaques. Pendant tout ce temps, le protagoniste était resté immobile, une épée à la main, et il a crié qu'il était prêt, qu'elle lui amène le verre. Elles ont immédiatement fait demi-tour et ont couru vers lui, attirant l'énorme monstre derrière elles. Dès que le monstre s'est approché suffisamment, il a asséné un coup puissant avec son épée, en utilisant la compétence tranche absolue. Il a levé les yeux après l'attaque et a hurlé « Alors ça t'a plu ?» À sa grande surprise, le monstre a encaissé le coup et a recommencé à les attaquer. Elles ont esquivé ses attaques et Gina a demandé à haute voix « Même ce coup n'a pas suffi à abattre le monstre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il a crié de lancer des grenades fumigènes et puis assourdissantes, qu'ils devaient battre en retraite. Ils se sont cachés derrière un rocher et il a dit que tout recommençait, qu'ils devaient l'écouter. Il allait jouer sa dernière carte. Elle est plus puissante que la tranche absolue, mais elle pourrait les blesser elles aussi, alors elles devaient se cacher ici. Si ça ne le tue pas, ça le blessera au moins gravement et dans ce cas, elles devront saisir l'occasion et s'enfuir. Inquiètes, elles ont demandé à voix haute « Qu'est-ce qu'il raconte? Jamais on ne pourrait l'abandonner ici et s'enfuir. On ne fera jamais ça. » Il a dit calmement qu'il n'allait pas se sacrifier, qu'il avait encore une chance. C'est juste une précaution. Yuti l'a traité d'idiot d'un ton inquiet et s'apprêtait à dire quelque chose, mais Gina a accepté son idée tout en lui demandant de promettre de ne pas mourir. Il a accepté, après quoi il est sorti à découvert vers le monstre, pensant qu'il ne s'attendait pas à devoir utiliser ça. En utilisant son téléphone, il a sorti l'épée appelée la tueuse de démons. Il s'est dit qu'elle avait été créée à partir de la compétence d'autodestruction du serpent cramoisi et de la lame en adamantite. Elle accumule les dégâts reçus par son porteur et les renvoie avec plus de force après utilisation. Il ne peut pas utiliser l'invulnérabilité physique pour accumuler les dégâts. Avec ses statistiques, s'il serait épuisé avant que la lame ne puisse être chargée. Mais si elle était combinée avec cette compétence, ça devrait marcher. Il a pris une posture de combat et a dit avec un petit sourire qu'il avait trop parlé et que maintenant il devait gagner. Furieux qu'elle se restait immobile attendant l'ennemi, et la première attaque du ver lui a tranché le bras. Yuti, très inquiète, se mit à crier son nom et s'apprêtait à courir vers lui, mais Gina l'attrapa pour la retenir. Toujours aussi angoissée pour lui, elle hurla son nom répétant que ce n'était pas possible. Cependant, son bras guérit rapidement et il pensa qu'il avait réussi. Les dégâts s'étaient accumulés. C'était la compétence du slime d'eau qu'il avait rencontrée dans l'oasis. Le système lui notifia une compétence de régénération des dégâts. S'il continuait à encaisser des coups, il pourrait remplir au maximum la jauge de son épée démoniaque. Il traita le monstre de mauviette et lui demanda si c'était tout ce qu'il savait faire. Le monstre continua de l'attaquer et Yuti, le visage déformé par l'inquiétude, lui hurla de lui dire ce qu'il fabriquait. À ce rythme, il allait mourir. Elle lui prit de nouveau la main et lui dit d'attendre. Elle lui dit de mieux regarder. Il encaissait les coups volontairement et n'esquivait que les blessures mortelles. Il semblait que c'était la condition pour activer sa technique. De plus, elle ne pouvait rien faire pour le moment et ne ferait que le gêner. Mécontente, elle demanda à voix haute ce que ça voulait dire. D'après elle, ça revenait à l'utiliser comme appât pour s'enfuir. Après tout, elle ne rêvait pas de devenir ce genre d'aventurière. Gina la traita d'idiote et lui demanda qui avait parlé de s'enfuir.
Selon ce plan, elles étaient d'un fardeau pour l'instant, mais il n'avait pas encore dit ce qu'il comptait faire ensuite. À en juger par sa façon de se battre, il prépare une attaque au péril de sa propre vie. Il est en train de risquer sa vie. Il croit vraiment qu'on va s'enfuir. Elle a raison. On voulait devenir des aventurières moins lâches, alors s'il est vraiment en danger, on interviendra. Nous devons être prêtes à foncer sur lui à tout moment. Nous sommes un groupe de rang A, les Vierges écarlates. On se battra jusqu'au bout. Elles tombèrent d'accord, le regardèrent et pensèrent qu'elles ne le laisseraient pas se battre seul. Le protagoniste continuait de bloquer et d'encaisser les coups, ce qui le fit cracher du sang. Son corps se régénérait rapidement. Il leva les yeux et demanda « Qu'est-ce qui t'arrive, déjà fatigué ?» Le ver ouvrit la gueule et lui tira dessus un sort qu'il esquiva pour éviter une blessure mortelle. Il remarqua l'énergie qui émanait de l'épée. Il comprit qu'il était prêt, mais son corps refusait de bouger. Il baissa les yeux, vit que sa jambe était gravement blessée et pensa que son mana s'épuisait et qu'il ne guérissait pas assez vite. Le monstre commença à l'attaquer avec son tentacule, et il paniqua, pensant que c'était la fin pour lui. Le monstre ne toucha pas Ryuk. Ce dernier se demanda s'il l'avait manqué, un coup de chance. Non, pas vraiment. L'instant d'après, il leva les yeux et vit Christie debout devant lui. Surprise, il prononça son nom. Christie utilisa une compétence de soin pour guérir les blessures de Ryuk. Elle déclara qu'elle protégerait ses compagnons. À ce moment-là, le héros se tourna vers le monstre, protégea Christie de sa main et lui dit que sa santé le roussit et qu'elle devait filer de là. L'instant suivant, Gina apparut devant lui. Ryuk prononça son nom. Gina le traita d'imbécile et lui dit d'arrêter de jouer les héros. Juste après, Yuti utilisa sa magie et frappa le monstre avec une puissante explosion. Le héros l'interpella pour lui demander si elle allait faire de même. Yuti cria qu'il le fallait. Ryuk les regarda et acquiesça. Il utilisa la libération des dégâts accumulés et la coupe absolue avec reflet. Après avoir vaincu le monstre, le héros s'effondra au sol. Les filles se précipitèrent vers lui en criant son nom. Yuti le supplia de ne pas mourir. Ryuk ouvrit les yeux et demanda ce qu'il en était du ver. Gina lui dit qu'il avait fait du bon travail. Le ver des abysses était vaincu. Un peu plus tard, tout le monde fêtait l'événement. Le héros dit « Bon, en l'honneur de la défaite du ver, on devrait trinquer à notre santé. » Gina remercia Ryuk. Yuti ajouta que sans lui, elle serait déjà morte. Le héros leur dit de ne pas dire ça. Sincèrement, ils n'auraient rien pu faire sans leur aide. C'était une victoire d'équipe. Ces paroles touchèrent les filles et Yuti appela Ryuk et le serra fort dans ses bras. Elle lui dit qu'il était le meilleur. Ce soir, elle le boirait jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, le héros était allongé dans son lit dormant. Puis il ouvrit les yeux, s'assit, se gratta la tête et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Il fut alors très surpris de voir Gina, Christie et Yuti complètement nus. Ryuk était aussi choqué qu'embarrassé. Il demanda pourquoi elles étaient nues. Gina lui répondit « Tu saisis, ça s'appelle une attaque nocturne. » Yuti ajouta que même Christie avait pris son courage à deux mains, alors il n'avait qu'à accepter la situation. Le héros demanda surpris « Une attaque nocturne. Qu'est-ce qui se passe d'abord, rhabillez-vous » Une fois les filles vêtues, Ryuk leur demanda « Alors vous pourriez peut-être m'expliquer ce qui vient de se passer. » Yuti expliqua que des aventuriers, et même une aventurière plus âgée, leur avaient dit que si elle voulait se déclarer à un garçon, une attaque nocturne était le moyen le plus sûr. Gina dit que c'était la seule façon dont on s'était déclaré à elle par le passé, alors elles avaient décidé d'utiliser cette tactique. Christie ajouta timidement qu'elles n'étaient jamais tombées amoureuses auparavant, après quoi elle s'excusa. Le héros se demanda pourquoi les aventuriers avaient des idées si étranges sur l'amour. Alors Ryuk leur dit d'attendre. Étaient-elles tombées amoureuses de lui? Christie répondit que oui. Yuti a dit qu'elle avait l'impression qu'elles étaient toutes amoureuses de lui. Le protagoniste a demandé timidement « Quoi? Pourquoi? Si soudainement? » Yuti a expliqué que c'était parce qu'il était fort sans pour autant s'en vanter. Il était aussi honnête et gentil. Y avait-il une raison de ne pas tomber amoureuse de lui? Pour Ryuk, c'était de la folie. C'était elle qui parlait, mais c'est lui qui était gêné. Il leur a dit d'arrêter qu'il avait compris. Il leur était très reconnaissant, mais il y avait déjà quelqu'un qui l'admirait. Les filles ont répondu qu'elles savaient déjà qu'il était fou d'Anise. Cette confession n'était donc là que pour se vider le cœur. Après ça, elles lui ont toutes dit en chœur qu'elles l'aimaient. Le protagoniste a eu un grand sourire et les a remerciées. Yuti lui a dit que si Anis le rejetait, il pouvait toujours venir les voir. Mook a demandé « Quoi? Ce n'est pas drôle. » Les filles ont éclaté de rire. Un peu plus tard, le protagoniste et les filles sont retournés en ville. Arrivée au bar, l'une d'elles a proposé de fêter ça en se félicitant d'avoir réussi à vaincre le ver des abysses. Gina a ajouté qu'elles avaient même terminé les quêtes. Quelle chance, Ryuk s'est dit que tout le monde devait être surpris. Il s'est souvenu de la secrétaire de la guilde demandant à Gina si elle l'avait vraiment tué. Gina lui a demandé s'il était d'accord pour qu'elle partage la récompense à part égale. Le protagoniste a répondu que oui, expliquant qu'ils l'avaient détruit ensemble et qu'il y avait autre chose. À ce moment-là, Ryuk a posé son sac sur la table. Elle a demandé si c'était le sac. Le protagoniste a expliqué qu'il l'avait modifié avec sa compétence.
Désormais, il était sans fond. Il peut contenir n'importe quoi. Compétence des abysses estomac sans fond. Il a précisé qu'il avait créé une sorte de stockage d'objets. Un stockage d'objets capable de contenir n'importe quoi en quantité infinie, à l'exception des créatures vivantes. Ryuk a dit que puisque c'était le cas, il voulait les leur donner. Cependant, voyant que les filles ne réagissaient absolument pas, il leur a demandé ce qui n'allait pas. Yuti lui a brusquement crié dessus, le traitant d'idiot et lui disant de cacher ça. Est-ce qu'il réalisait ce qu'il était en train de montrer? Le protagoniste a demandé « Pourquoi vous paniquez comme ça ?» Gina a soupiré profondément et a dit « Ouf !» Elle a expliqué que c'était un sac dimensionnel, un objet considéré comme un artefact légendaire. C'était d'une rareté incroyable. Il ferait mieux de ne pas en parler en public. On pourrait le tuer pour l'avoir. Ryuk, surprise, a demandé « Tu es sérieuse ?» Christy a dit qu'elle s'était toujours doutée qu'il bricolait quelque chose pendant tout le trajet, alors c'était donc ça. Et en plus, il y en avait plusieurs. Incroyable. Yuti a dit qu'il était complètement fou. Le protagoniste a fait une mine adorable et leur a demandé « Alors vous les acceptez ?» Gina a lutté de toutes ses forces pour ne pas craquer devant son adorable visage. Elle a dit que franchement, il était trop dangereux que chacune d'elles porte un sac. Le visage de Ryuk s'est assombri, se demandant si elles étaient en train de refuser. Mais Gina a ajouté que justement parce que c'était trop dangereux, elles n'en garderaient qu'un seul, et que ce sac serait pour tout le groupe. Le protagoniste a répondu joyeusement « Oui ». Gina l'a remercié et a dit qu'elle s'en occuperait en tant que groupe. Un peu plus tard, Ryuk a dit qu'il allait chercher à boire. Les filles lui ont dit de ne pas traîner. Alors qu'il était au bar, le protagoniste a entendu Anis lui dire qu'il était de retour. En la voyant, Ryuk a affiché un sourire radieux et l'a appelée. Elle lui a souhaité la bienvenue. Le protagoniste a répondu que oui et a précisé qu'il venait tout juste d'arriver. Et elle, Anis a dit qu'elle venait de rentrer du donjon la veille et qu'elle s'était dit qu'elle le trouverait peut-être ici. Rai, surpris, s'est demandé si elle l'avait cherché spécifiquement lui. Anis a souri et a dit qu'elle était contente qu'il soit rentré sain et sauf. Sur ce, le protagoniste un peu gêné a dit avec hésitation qu'il était devenu beaucoup plus fort. Alors si ça ne la dérangeait pas, peut-être qu'il pourrait... Il n'a pas eu le temps de finir que Yuti a couru vers lui pour l'enlacer. Elle lui a demandé où il était passé. Ryuk, surpris, a prononcé son nom. Derrière elle, Gina et Christy ont aussi pris le protagoniste dans leurs bras. Gina a demandé à Rai pourquoi il était parti comme ça. Le protagoniste était extrêmement mal à l'aise. Il leur a demandé quand est-ce qu'elles avaient réussi à être aussi saoules, ajoutant que Christy n'avait bu que du jus de toute façon. Anis, en voyant cette scène, a changé d'expression. Elle a dit qu'ils étaient très proches, après quoi elle s'est excusée de le déranger. Ryuk a essayé de la retenir. Gina, comme si de rien n'était, a dit qu'il venait de se faire rejeter et qu'elles allaient le consoler. Le protagoniste a demandé « Quoi ?» Personne ne l'avait rejeté. Gina lui a dit d'arrêter de plaisanter. C'est étrange qu'il ne le sache pas. L'épéiste qui déteste les hommes a parlé à un garçon de sa propre initiative. Ryuk, tout heureux, a demandé « C'est vrai ?» Gina a répondu que oui, que c'était de notoriété publique. Puis elle l'a regardé et a ajouté qu'il rayonnait de bonheur. Il se comportait d'une manière complètement différente de la façon dont il agissait avec elle. Le protagoniste était bien d'accord. C'est juste que c'est Anis après tout. Il était heureux. « Ah oui », a dit Christy. En parlant des rumeurs sur Anis, on dit qu'elle n'accepte jamais personne en dessous du rang S dans son équipe. Après tout, elle est dans une toute autre ligue qu'un novice comme lui. Ryuk a juré puis a déclaré avec confiance qu'il deviendrait lui aussi un aventurier de rang S, et ce très bientôt. Cependant, elle a ajouté que sans équipe et sans mission régulière, son rang n'augmenterait pas. Christy a répondu que oui, et lui a dit de ne pas s'en faire pour ça. Elles essaieraient de l'aider. Le protagoniste a été touché par ses paroles. Cependant, Yuti lui a dit qu'il devrait travailler très dur. Ryuk a hoché la tête. Territoire de Heisenberg, forêt du Nord. La princesse gisait inconsciente sur le sol. On disait qu'elle s'était échappée et qu'il fallait la retrouver pour la tuer. Le protagoniste et les filles se trouvaient près du panneau des missions en train d'en choisir une. Yuti demanda à Ryuk s'il n'en avait toujours pas choisi. Le protagoniste pensif lui demanda si elle n'avait rien trouvé d'intéressant. Yuti répondit que non. À ce moment-là, Lastien s'approcha d'eux en s'excusant. Il leur demanda « N'êtes-vous pas l'équipe de rang A, les Vierges écarlates ?» Il se présenta comme Lastien, le chef des mages de la cour, et leur dit qu'il avait une mission pour eux. Gina fut également surprise, un chevalier royal, et en plus le mage en chef Ryuk demanda en quoi consistait la mission. Après qu'il leur eut tout raconté, Gina demanda « La princesse a disparu ». Lastien répondit qu'ils avaient été attaqués par des monstres la nuit précédente alors qu'ils campaient dans la forêt du Nord. Ils voyagèrent en secret avec peu de garde et au milieu de la bataille, il avait perdu la trace de la princesse. Le protagoniste écouta son histoire et se dit que quelque chose clochait. Il devait retrouver la princesse immédiatement, mais pour une raison quelconque. Lastien expliqua qu'ils avaient eux-mêmes cherché dans la forêt la nuit précédente, mais que le terrain ne leur était pas familier et qu'ils n'avaient pas pu progresser. Ryuk pensa que l'homme était bien trop calme pour la situation.
Lastian dit qu'il voulait retrouver la princesse au plus vite. Il avait entendu dire que c'étaient de bons combattants et qu'ils connaissaient bien la forêt, alors il leur demandait de leur servir de guide. Le protagoniste pensa qu'il cachait quelque chose. À ce moment-là, Gina dit que s'il les jugeait aptes, ils étaient d'accord. Il serait ravi de les aider. Elle demanda à Ryuk s'il était d'accord. Le protagoniste la regarda et hocha la tête. Lastian les remercia et dit qu'ils devaient s'enfoncer dans la forêt sans plus tarder. En arrivant sur les lieux, Lastian expliqua que c'était ici qu'ils avaient été attaqués et que la princesse s'était enfuie vers le nord-est. Ryuk lui demanda quel genre de monstre les avait attaqués. Lastian répondit qu'il faisait sombre et qu'il n'avait pas vraiment pu les voir. Le protagoniste répondit qu'il comprenait. Puis il pensa, il ment. Il possédait la vision nocturne. Don gardien magique, compétence vision nocturne, perception du mana. Ryuk se dit qu'en plus il n'y avait ni odeur ni trace de monstre dans la zone. Le protagoniste se leva et dit qu'il devait se dépêcher. Il était inquiet pour la princesse. Il pensa que les choses semblaient prendre une mauvaise tournure. Ils rencontrèrent des monstres en chemin, mais ils s'en occupèrent avec facilité. Ryuk dit que Lastian était fort. Gina commenta qu'il fallait s'y attendre. Après tout, il était renvoyé de son poste il y a quelques années. Il était devenu célèbre en tant que mage le plus puissant du royaume. Le héros Lastian, surnommé l'empereur du tonnerre. À ce moment-là, le protagoniste entendit quelque chose, il se dit que c'était ce son, puis il dit à Gina de s'arrêter. Il lui lança alors son sac et lui dit de prendre les devants, et de faire attention. Gina acquiesça d'un signe de tête. Ryuk utilisa la technique de raccourcissement de distance. Au moment où il démarra, Lastian lui dit de ne pas agir seul. Cependant, en voyant la vitesse incroyable du protagoniste, Lastian se demanda quelle était cette vitesse. Après un moment, Ryuk aperçut une silhouette et reconnut une banshee infernale. Une banshee infernale pousse un cri chargé de malédiction et elle ne crie qu'en présence de personne. À cet instant, le protagoniste vit une jeune fille assise tout au bord de la falaise. L'instant d'après, elle glissa et commença à tomber dans le vide. Ryuk pensa « C'est pas bon ». Il utilisa alors sa compétence de vol. Le protagoniste attrapa la princesse par la main et pensa que la situation était critique. Le vol ne permet que de flotter. Si on porte quelqu'un dans ses bras, on ne peut que ralentir légèrement la chute. Quand ils atterrirent au sol, Ryuk demanda à la princesse si elle était blessée. « Vous êtes bien la princesse Grimlarcy, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je suis de votre côté. » La princesse lui demanda s'il était celui qui la poursuivait. Le protagoniste répondit que non et lui dit qu'il était venu la sauver. Son poursuivant, parlait-elle de Lastian, pouvait-elle lui raconter ce qui s'était passé? Grimlarcy confirme que c'était bien lui. Ryuk demanda si le roi était gravement malade. La princesse hocha la tête et dit que sa belle-mère, l'actuelle reine, ainsi que le fils de celle-ci voulaient s'emparer du trône. Le protagoniste demanda « Mais si c'était son fils à elle, qu'est-ce que ça signifie ?» Grimlarcy confirma et expliqua qu'elle était la fille biologique du roi actuel, la première dans l'ordre de succession. Alors, sa belle-mère, en utilisant Lastian, a répandu le mensonge d'un homme capable de guérir son père, tout ça pour l'attirer et l'éliminer. Ryuk lui demanda comment elle avait réussi à s'échapper. Grimlarcy répondit que c'était grâce à Chemist. Elle l'avait toujours protégé et cette fois, elle avait senti l'attaque venir et lui avait donné le temps de fuir. Elle espérait qu'elle allait être bien. Le protagoniste lui dit qu'il devait d'abord sortir de là. Ils étaient tombés assez profondément, mais il y avait des courants d'air dans cette grotte. S'ils les suivaient, ils trouveraient la sortie et pourraient alors retrouver Chemist. Grimlarcy hocha la tête. Pendant qu'ils cherchaient la sortie, Ryuk utilisa ses compétences tout au long du chemin. Au bout d'un moment, Grimlarcy lui demanda qui il était. Une épée de la magie, une multitude de compétences et même la plus rare qui lui accorde tout ça. Son don dépassait toutes les limites du raisonnable. Le protagoniste pensait qu'elle était une vraie princesse. Il a tenté de n'utiliser que les compétences les plus communes pour ne pas éveiller les soupçons, mais elle en à peine quelques heures a compris que son don à lui était spécial. Le protagoniste lui a dit qu'il n'avait rien de spécial. Il n'est qu'un simple aventurier du nom de Ryuk. Grimlarcy lui a répondu que c'était étrange. Les gens ordinaires, lorsqu'ils obtiennent un grand pouvoir, cherchent le statut et la gloire. Ryuk a répondu que lorsqu'il est devenu aventurier, une certaine personne l'a sauvé. Il admirait cette personne et voulait devenir plus fort. Beaucoup de gens l'ont aidé et il a énormément appris. Il veut donc utiliser ce pouvoir pour sauver les autres comme cette personne l'a fait et un jour il espère marcher à ses côtés. Après ça, le protagoniste a eu un petit rire en disant que ça sonnait purement égoïste. Grimlarcy a répondu que non et qu'elle trouvait ça merveilleux. Ryuk embarrassé l'a remercié. Au bout d'un moment, ils ont réussi à trouver la sortie. Le protagoniste a dit que c'était génial. Il lui a indiqué que la sortie était là et que par précaution, elle devait attendre à cet endroit. Ryuk était sur le point de partir quand Grimlarcy lui a dit qu'il pouvait l'appeler par son prénom. Le protagoniste a souri et lui a dit qu'il allait donc jeter un œil rapidement. Et que quoi qu'il arrive, elle ne devait sous aucun prétexte quitter cet endroit tant qu'il ne l'appellerait pas lui-même. Grimlarcy a hoché la tête.
Cependant, Ryuk n'avait pas beaucoup avancé quand la magie de quelqu'un l'a attaqué. Grimlar a eu peur et a voulu s'approcher de lui, mais le protagoniste lui a crié de ne pas approcher. À ce moment-là, Ryuk a levé les yeux et a vu Lastian debout devant lui. Lastian l'a appelé Frank et lui a dit qu'il avait fait du bon travail. Le protagoniste l'a appelé par son nom. Lastian a dit qu'il avait réussi à survivre à sa magie et qu'il était plus résistant qu'il n'en avait l'air. À ce moment-là, Grimlars a crié le nom de Ryuk. Le protagoniste lui a répété de ne plus approcher. Puis il a demandé à Lastian ce qu'il avait fait à ses camarades, à Gina et aux autres. Lastian a répondu que s'il parlait d'eux, il les avait envoyés chercher dans une autre direction, mais que ça n'avait aucune importance. Puis il s'est tourné vers la princesse et lui a dit de sortir. Ryuk l'a regardé et lui a crié de ne pas le faire. Lastian a dit « Est-ce que ce qui arrivera à votre servante ne vous inquiète pas? » À cet instant, il a attrapé Chemist par les cheveux. Grimlars a crié son nom. Chemist lui a dit de s'enfuir. Lastian a ordonné à la princesse de s'approcher de lui. À ce moment, Chemist a crié que non. Cependant, elle n'a pas eu le temps de finir car Lastian l'a de nouveau attrapé par les cheveux. Chemist s'est tourné vers lui et a exigé qu'il la lâche. Lastian lui a dit qu'il l'avait sauvée alors qu'elle était blessée et incapable de bouger, et que c'était comme ça qu'elle le remerciait. Le protagoniste s'est tourné vers Grimlar et lui a dit que tout irait bien. Elle devait juste lui faire confiance. À ce moment-là, Lastian lui a demandé avec arrogance « Tu ne comprends toujours pas ta situation. Alors je vais commencer par toi. » À ce moment, il a utilisé la compétence bombardement d'éclairs. De multiples éclairs ont frappé Ryuk le faisant tomber au sol. Lastian a dit qu'il n'était qu'un idiot. Grimlar a couvert sa bouche avec ses mains et a dit que ce n'était pas possible. Lastian, d'un air suffisant, a dit à la princesse de simplement l'accepter. À cet instant, le protagoniste étendu au sol a souri légèrement. Juste à ce moment-là, son équipe est apparue. Gina a crié qu'il devait agir maintenant. Yuti a utilisé le rayon perforant. Lastian a demandé surpris « Quoi? Pourquoi êtes-vous ici? Je vous ai déjà ordonné de chercher dans une autre direction. » Gina a répondu que c'était la même question qu'elle se posait. Ryuk nous a prévenu que tu étais suspect, et de toute façon n'importe qui se méfierait si on le séparait de son groupe. À ce moment-là, Lastian s'est mis en colère et a dit qu'il n'était qu'une équipe de rang A. Croyait-il vraiment pouvoir vaincre le mage le plus puissant du royaume? Les filles se sont regardées et ont souri. Gina a dit que c'était vrai qu'elles n'étaient que de rang A, qu'elles ne pourraient pas le vaincre même toutes ensemble. Mais à cet instant, elle a désigné le protagoniste derrière Lastian et a dit que Ryuk lui était différent. Lastian l'a regardé et lui a demandé pourquoi il était encore en vie. Le protagoniste a dit qu'il n'y avait plus d'otages. « Je vais te le demander par politesse. Tu te rends. » Ryuk a utilisé neutralisation de tous les attributs. Lastian a demandé surpris. « Quoi? Ne te moque pas de moi. Je vais t'effacer avec ma magie la plus puissante. » Le protagoniste a répondu « Parfait. Parfait. Quel dommage. Je suis plus rapide. » À cet instant, Ryuk s'est élancé soudainement et a utilisé la compétence Grand Châtiment Céleste. Lastian a finalement choisi de se rendre. Gina a appelé Ryuk et lui a dit qu'elle avait besoin d'aide. Le protagoniste a répondu par l'affirmative et a couru vers elle. Puis il a sorti une potion de soin et l'a donnée à Chemist. Grimlar a appelé Chemist et a couru pour la serrer dans ses bras. Elle a remercié le ciel qu'elle soit en vie. Chemist a appelé Grimlar et s'est excusé de ne pas avoir pu la protéger. Grimlar lui a dit de ne pas dire ça. Ryuk a commenté qu'il semblait qu'elle allait s'en sortir. D'ailleurs, elles se sont vite rendues compte qu'il avait fait le mort. Gina a répondu que quelqu'un qui avait vaincu le ver des abysses ne pouvait pas perdre aussi facilement contre une personne dont elle se méfiait déjà. Quelques instants plus tôt, quand les filles étaient cachées avant d'attaquer Lastian, elles se demandaient pourquoi il s'était exposé à l'attaque. Était-il devenu complètement fou? Gina a dit qu'il leur avait délibérément donné une opportunité d'attaquer. « C'est exact, » pensa le protagoniste, même si je n'en étais pas totalement sûr. Il était sur le point d'exploser, il voulait l'aider, mais il a jugé préférable de garder le silence. C'est alors que Grimlarsa a appelé Rai, s'adressant à lui comme son maître, puis elle l'a serré fort dans ses bras. Le héros l'a regardé surpris et lui a dit d'attendre. Elle l'a appelé maître. Grimlarsa lui a dit qu'il les avait sauvés, elle et Chemist, et qu'elle s'en souviendrait toujours. Au même moment, Gina et les filles chuchotaient entre elles. Gina a demandé « ça ne lui suffisait pas ». Yuti a ajouté qu'il avait aussi décidé d'envoûter la princesse. Ryuk les a entendus et leur a lancé un regard. Il a affirmé qu'il n'avait envoûté personne. À ce moment-là, Grimlory gêné a dit que si ça ne le dérangeait pas, le héros ne l'a pas laissé finir et a dit qu'elle ne devait pas en parler non plus. Il était formel, il n'y avait qu'Annie. Est-ce qu'elle ne comprenait donc pas? Après ça, Ryuk a demandé à Grimlar ce qu'elle comptait faire. À cet instant, Chemist s'est agenouillée et a dit au héros qu'elle s'appelait Chemist. Elle était la garde du corps personnel de la princesse et il n'avait pas seulement sauvé la vie de la princesse, mais aussi la sienne. Elle le priait d'accepter sa plus sincère gratitude pour cela.
Maintenant, il devait en livrer Lastian et les autres traîtres à la capitale et découvrir qui était derrière cette conspiration. Cependant, la plupart des gardes avaient été tués et ils ne savaient pas à quel moment ils pourraient se retrouver dans l'incapacité de bouger. C'était une demande audacieuse, mais pourriez-vous les accompagner jusqu'à la capitale en tant que garde de la princesse? Ryuk sans hésiter a accepté, ajoutant qu'il était de toute façon déjà impliqué. Kemis l'a alors remercié. Grimlar s'est de nouveau jeté sur lui pour l'étreindre et l'a remercié à son tour. Le héros a souri mal à l'aise puis il a senti des regards assassins posés sur lui. Il a regardé les filles et leur a dit qu'elles comprenaient tout de travers. Le lendemain matin, tout le monde se préparait à partir pour la capitale. Ryuk est sorti de la maison et a souhaité une bonne journée à tout le monde. Yuti l'a regardé et lui a rendu son salut. Puis en le voyant, elle lui a demandé pourquoi il était habillé comme ça. Et s'il tombait à nouveau sur des adversaires puissants, le héros a répondu que son ancien équipement ne tenait pas longtemps. Son corps était intact, mais ses vêtements, c'était une autre histoire. Yuti a dit que ça lui allait même bien. Ryuk l'a remercié maladroitement et a dit qu'il devait alors se diriger vers la capitale royale. Quelque temps plus tard, le héros et les autres sont arrivés à la capitale. En traversant la ville, ils étaient tous émerveillés. Ryuk a dit qu'il y avait beaucoup d'animations par ici. Grimlarsa a dit qu'ils y étaient presque. En arrivant au château, le héros a fait remarquer que le bâtiment était immense. D'abord, il devait en jeter Lastian et les autres au cachot. Ils interrogeraient Lastian personnellement plus tard. Il fallait l'enchaîner correctement. À ce moment-là, Zandal a appelé Grimlars. Grimlarsa l'a vu et l'a appelé joyeusement. Zandal a dit qu'il était heureux de la voir saine et sauve. Ryuk a pensé qu'il ressemblait à un vétéran. Alors ça, c'était un signe. Non Zandal niveau 157, don dieu de la guerre. À ce moment, Zandal a regardé les autres et a demandé « Où est Lastian et qui sont ces gens ?» Le héros s'est demandé de quel côté il était, s'il était un ennemi ou un allié de la princesse. L'instant d'après, quelqu'un a crié et tout le monde s'est tourné vers le bruit. Quelqu'un a hurlé que Lastian s'était libéré. À cet instant, tout le monde a craint pour Grimlar. Cependant, Zandal d'un seul mouvement a plaqué Lastian au sol. Zandal a dit qu'il avait juré fidélité à la maison royale en tant que vassal, alors qu'est-ce qu'il comptait faire à la princesse à l'instant? Zandal l'a traité de pathétique traître. Ryuk a pensé qu'il avait une force incroyable. À cet instant, Zandal s'est tourné vers Grimlar et s'est incliné. Il lui a demandé si elle allait bien. Le héros a pensé qu'il avait l'air digne de confiance. Après qu'ils lui ont tout raconté à Zandal, celui-ci a dit « C'est donc ce qui s'est passé, Ryuk. » Et il s'est aussi adressé aux dames de la demoiselle écarlate. Il les a remerciées d'avoir protégé la princesse. Et il a ajouté que capturer Lastian vivant avait dû demander une sacrée compétence. Le héros a ri nerveusement et a dit qu'ils avaient juste eu de la chance. Il s'est dit que si le bruit courait sur ses capacités, il aurait des ennuis. Zandal a mentionné que leur mission de protection s'arrêtait au palais, mais pourrait-il prolonger le contrat? Gina a répondu par l'affirmative, disant que même le palais n'était pas sûr en ce moment. Ryuk a répondu positivement, disant que jusqu'à ce qu'il découvre qui était derrière Lastian, il continuerait à protéger la princesse. Zandal a compris et l'a remercié pour son aide. La princesse allait informer sa majesté de son retour et lui-même enverrait personnellement Lastian en prison. Il ne ferait plus de mal à personne. Zandal a dit qu'il allait les escorter, puis il a dit au héros d'être prudent et de ne pas quitter la princesse des yeux. Ryuk a acquiescé. Un peu plus tard, Grimlarsa se tenait devant la porte de la chambre de son père. Elle lui a dit que c'était elle, qu'elle était de retour. Elle a vu son père allongé là. Elle a dit que c'était son père, le roi Clavis. Le héros lui a dit de le laisser examiner le roi. Grimlari a accepté. Ryuk s'est assis près du lit et a pensé que la situation était très grave. Puis il a demandé à Grimlarsa de garder son calme. Le roi avait été empoisonné avec un poison maudit. Kemist a demandé surprise « Quoi ?» Grimlarsa a crié que ce n'était pas possible. Kemist s'est approché du héros et lui a dit qu'ils avaient des goûteurs et qu'ils étaient bien vivants. Ryuk a demandé s'ils en avaient deux. Chemist a répondu que oui et qu'ils se relayaient à chaque repas. Des substances inoffensives séparément se sont combinées, se transformant en poison pas modèle. Ça semblait être une technique secrète. Ceux qui n'avaient pas mangé la portion précédente ne présentaient aucun symptôme. C'est un poison spécial indétectable que ni la magie de guérison ni les élixirs ne peuvent contrer. Grimlars demanda « Vraiment ?» Le MC a dit qu'à partir de maintenant, l'approvisionnement en nourriture serait sous contrôle. S'ils arrêtaient de la source du poison, ils gagneraient un peu de temps. Il pensait que la même personne était derrière la tentative d'assassinat de la princesse et l'empoisonnement du roi. L'alchimiste a dit qu'il devait interroger Lastian immédiatement pour lui faire avouer l'antidote. Grimlars a répondu par un oui catégorique. À ce moment-là, Yuti est entré en courant dans la pièce et s'est excusé. Il a dit que quelque chose de grave était arrivé à Lastian. Ryuk entra dans le donjon et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Zandel expliqua qu'en chemin vers le cachot, il avait soudainement commencé à s'étouffer avant de s'effondrer. Maintenant qu'il est inconscient. On dirait qu'il a été empoisonné sans même qu'il s'en rende compte.
À cet instant, la belle-mère demanda pourquoi il y avait tant d'agitation. Grimlar vit sa belle-mère et son frère devant elle. Elle leur demanda ce qu'ils faisaient là. La belle-mère répondit que c'était évident. Il voulait s'assurer qu'elle était en sécurité, et pourtant elle laissait des étrangers entrer au palais. Était-ce digne d'une future souveraine? Grimlar s'écria que le MC lui avait sauvé la vie. Ryuk, en observant de la scène, se dit qu'il n'avait aucun doute c'était la reine qui avait créé ce poison. C'était le don d'un alchimiste sombre des malédictions. La belle-mère ajouta qu'elle était trop tendre, que c'était pour ça que ses vassaux la trahissaient. Son frère lui dit de ne pas s'en inquiéter, que lorsqu'il monterait sur le trône, il la protégerait. S'approchant d'elle, il lui dit qu'alors sa vie ne serait plus en danger. À cet instant, le MC s'interposa et déclara qu'il était trop tôt pour parler du trône. Le roi pouvait encore être sauvé. Sur le coup, la belle-mère s'exclama « Quelle est cette absurdité? » « C'est impossible. » Aussitôt, son frère lui couvrit la bouche de sa main et dit que c'était une merveilleuse nouvelle. Il ajouta qu'il ne les dérangerait pas qu'ils allaient partir et qu'ils devaient faire de leur mieux. Après leur départ, l'alchimiste Grimlar et Zandel s'approchèrent de Ryuk. Ils demandèrent surpris « Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-il vraiment être guéri? » Le MC répondit qu'il devait rassembler quelques ingrédients, mais qu'il pouvait s'en charger. Compétence alchimiste, sombre des malédictions. Elle a dit qu'il devait continuer à protéger le roi. Gina lui a répondu qu'elle pouvait leur laisser cette tâche. Christy lui a dit de faire très attention. Grimlars a demandé à Ryuk et à l'alchimiste de sauver son père. Le MC a répondu qu'elle pouvait leur faire confiance. L'alchimiste s'inclina devant elle, disant qu'elle exaucerait ses vœux. Capitale royale, forêt de l'Est. Ryuk regarda la carte et dit qu'apparemment les matériaux nécessaires pour guérir le roi se trouvaient plus loin dans la forêt, mais que la zone était remplie de monstres dangereux. Il devrait donc être extrêmement prudent. L'alchimiste répondit qu'elle avait compris. Pile à ce moment-là, une explosion retentit près d'eux. Le MC dit ce que je disais. L'alchimiste acquiesça et ajouta qu'ils devaient être prudents, mais qu'ils étaient déjà dans le pétrin jusqu'au cou. Elle pensa qu'il était en train de les rattraper. Il devait accélérer le pas. Le troll diabolique aussi, connu sous le nom de démon flamboyant, possédait une puissance de feu qui surpassait même celle d'un dragon. Ryuk se dit qu'avec son attribut de feu complètement neutralisé, les flammes n'étaient pas un problème pour lui. Mais s'il était touché par une attaque avec une zone d'effet aussi large, il serait tout simplement réduit en miettes. L'alchimiste n'avait aucune défense. Si l'attaque la touchait, ne serait-ce qu'un peu, elle mourrait. Le MC se dit que dans ce cas, il devrait tout régler d'un seul coup. À cet instant, Ryuk utilisa la compétence du dieu de la guerre et trancha le troll en deux. Après quoi, le MC se dit que heureusement, il l'avait copié sur Zandel. À ce moment-là, il regarda l'alchimiste et lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'alchimiste répondit que c'était stupéfiant. Qu'est-ce que c'était que ça? Ces attaques ressemblaient à celles du héros en personne. Tout comme Zandel. Ryuk se dit que c'était parce qu'il avait emprunté le don et les compétences de Zandel. Le MC lui demanda de se calmer. Il devait se remettre à la recherche des ingrédients. Il leur en restait encore beaucoup à trouver à ce moment-là. L'alchimiste confirma que c'était vrai. Elle était un peu dépassée. Il devait se dépêcher. Après plusieurs heures de recherche, un chemin difficile et des monstres, Ryuk dit qu'ils avaient déjà trouvé plusieurs choses, mais que la mousse Classio était introuvable. L'alchimiste suggéra qu'ils se séparent pour chercher. Le MC demanda « Quoi ?» L'alchimiste hésitante répondit que ce serait plus facile et plus rapide pour lui de chercher, sans elle, n'est-ce pas? Ryuk lui dit que non et lui demanda ce qui n'allait pas. L'alchimiste expliqua que pendant qu'ils perdaient leur temps ici, quelque chose pourrait arriver au roi ou à la princesse. Le MC pensa que ce n'était pas étonnant qu'elle soit si nerveuse et pressée. Il fut d'accord avec elle et lui dit d'être extrêmement prudente. Elle répondit par l'affirmative.